Mon invitée d'aujourd'hui n'est pas en ville comme la plupart de mes autres invités, elle se trouve perdue dans la campagne morvandaise. Et oui, on va parler donc de qu'est-ce que c'est qu'être photographe dans la campagne profonde. On va en parler dans le podcast. Et du coup, elle est aussi une de mes élèves qui a commencé il y a pas très longtemps puisqu'elle a ouvert son entreprise il y a 2 ans maintenant. Et on va voir ce que c'est de faire aussi une très bonne année, une très bonne première année engageante et d'avoir du mal aussi l'année d'après et comment s'en sortir. C'est entre autres donc ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage Claire Willem. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire Willem. Alors, je la connais, elle, depuis maintenant 1 an. Je l'ai rencontrée au Salon de la Photo. Elle est venue vers moi au Salon de la Photo 2022. Elle est rentrée dans la formation du Grand Saut dans la promo de 2023, de début 2023. Et même si on avait commencé un petit peu avant. Claire a cette particularité qu'elle a voulu, elle était à Dijon, et en fait, elle a voulu tout quitter parce qu'elle avait besoin de quitter son job, comme vous allez voir dans ce podcast, en entendre aussi, et partir vers ses origines, dans le Morvan, et de pouvoir vivre là-bas en tant que photographe et photographe de mariage. Et c'est pas évident, puisque partir là-bas, est-ce qu'il y a des clients? Parce qu'il y a pas beaucoup de photographes, ok, mais est-ce qu'il y a des clients? Et il faut tout faire, tout refaire. Et c'est un sacré challenge, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de photographes là-bas, mais est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer pour de la photo de mariage? Ça, on va pouvoir le voir dans ce podcast. Dans ce podcast, on va également voir ce qu'est que passer une bonne première année et que c'est un peu compliqué sur la deuxième année, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. On va voir également ce que son parcours d'un job qui ne lui plaisait vraiment plus dans l'éducation nationale en tant que prof, et comment elle a réussi donc à être heureuse dans son activité de photographe. On va voir également comment elle a réussi à faire des mariages en ayant des gros problèmes aux jambes, parce que c'était fait les ménisques et tout ça, et du coup forcément compliqué. Et puis on va pouvoir discuter avec Claire de ce qu'est de devenir photographe de mariage, de ce que c'est que cette période compliquée, de tout le travail qu'il y a à faire. Bref, on va parler de tout ça dans ce podcast. Et avant de poser à Claire ma question habituelle, forcément je vais vous parler un petit peu de la formation Le Grand Saut, qui là juste en ce moment, le moment où vous écoutez ce podcast, est encore en lancement. Il doit rester peut-être 1 ou 2 places dans ce lancement de fin 2023. Le prochain lancement sera l'année 2024. Maintenant, ce sera plutôt vers la fin de 2024. Si vous écoutez plus tard, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente de la formation. Vous recevrez toutes les informations, et également vous inscrirez en même temps sur le mail du guide du photographe de mariage, avec un mail tous les 2 semaines, j'allais dire. Non, mais 2 fois, je vais y arriver. Avec un mail 2 fois par semaine, avec plein d'informations dedans sur la photo de mariage. Allez, c'est parti. Je vais poser maintenant à Claire la question qui fait stresser. Claire, est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch, s'il te plaît? Donc bonjour à tous, je m'appelle Claire Willem, je suis photographe de mariage et de famille dans le Morvan. Donc le Morvan, c'est le parc naturel régional de la Bourgogne. Je suis donc une photographe qui a une approche un peu directe, on va dire spontanée, des photos dites naturelles dans un cadre naturel. Donc si vous aimez les lacs, les forêts, les rivières, et surtout si vous aimez, je suis la photographe qu'il vous faut. T'étais en train de le lire ou pas? Non. Non? Putain, waouh, bravo. Je l'ai répété. Là, franchement, je te dis bravo. C'est un des elevator pitch les plus construits que j'ai pu avoir depuis très très longtemps. Et vous, là, qu'est-ce que vous en pensez en écoutant? Elle a quand même assuré. Si vous écoutez les autres, je pense que vous pouvez voir la différence. Donc, Claire, il y a déjà, merci. Merci d'avoir accepté. Je sais que... Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal. Je te connais maintenant depuis quand même plus d'1 an. Oui, parce qu'on s'est rencontrés au Salon de la Photo, du coup, 2022. Là, on est en octobre 2023. J'aimerais rebondir sur un truc que tu viens de dire. Tu as dit... Alors, je comprends tout le côté naturel, spontané, mais tu as dit une approche directe. Ça veut dire quoi pour toi, une approche directe? Sans artificialité. Ok, est-ce que tu peux rajouter des artificialités pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus? C'est-à-dire que je n'ai pas l'âme d'une metteur en scène, d'une metteuse en scène. Je dirige assez peu, donc je prends vraiment les choses directement comme elles se présentent, et puis j'essaye de les sublimer ou d'en faire quelque chose de bien.
Ok, donc le direct. Parce que moi, quand j'ai entendu le direct, je me suis dit, c'est plutôt que tu rentrais dedans, tu vois, que t'y allais, quoi. Je suis pas d'une nature très rentre dedans. Ah bon? Je suis plutôt d'un naturel discret, on peut dire, en tout cas en photo. Mais non, c'est plutôt que oui, quand je veux dire direct, c'est qu'effectivement, je mets pas d'artifice entre moi et la photo. Est-ce qu'on pourrait d'abord partir, on va aller dans le sens normal, on va dire, de la vie, partir de ton ancienne vie, et puisque tu t'es lancé en tant que photographe il y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait 2 ans. C'est ça. 2 ans et demi? Non, ça a été le 11 octobre, donc ça fait pile 2 ans et 1 semaine. Est-ce que t'as fêté ça? Dans ma tête. Dans ta tête. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir photographe? J'étais prof, donc de français, histoire, géo en lycée pro, donc titulaire des 2 matières, puisqu'en lycée professionnel on a une bivalence, donc on enseigne les 2 matières, même si je suis plutôt historienne, ça se voit à mon décor. Donc si vous écoutez sur le podcast, donc il y a en effet des livres d'histoire, faut savoir aussi qu'il y a des livres d'histoire qui soutiennent le micro que tu as en plus. Exactement. Et là il y a la mythologie, l'archéologie, l'histoire du monde de Boucheron. Très bon bouquin, je vous le conseille. Okay. Donc oui, c'est des gros pavés qui soutiennent le micro. Et tu as quand même des livres photos derrière toi et plein de DVD également. Et de la poésie et puis plein de choses. Je suis quand même une littéraire, on va dire. Mais historienne, effectivement, avant tout. Okay. Donc j'ai été prof 8 ans, c'est bien suffisant. C'était une vocation à la base? Pas du tout. Avant, ma vocation première... Enfin, en fait, j'ai 2 vocations. C'est l'archéologie et le cinéma. Je sais pas comment ça s'est construit, mais les 2 un peu en même temps. Donc, depuis t'aurais dû faire Indiana Jones, au final. C'est ça. Mon chat, à une époque, j'avais un chat, il s'appelait Indiana. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Oui, mais je suis pas très chien. Donc, c'était obligatoire, effectivement. Non, l'archéologie depuis toute petite, mais parce que j'ai grandi dans le Morvan et que ici on est gâtés en termes d'archéologie, donc j'ai fait beaucoup de colos d'archéo quand j'étais jeune. C'est toujours resté, j'adore l'histoire même en général. Et puis les images. Donc les images, ça me construit depuis que je suis toute petite. J'aime ça, j'aime toutes sortes d'images, animées, non animées, le cinéma évidemment. C'est ma grande passion, comme toi. Même si on n'aime pas toujours les mêmes films. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais j'aime aussi beaucoup la peinture, la mosaïque, l'histoire de l'art en général. Je m'intéresse à vraiment tout ce qui est images. Et en archéologie, j'ai travaillé sur les images aussi. Donc mon mémoire, c'était sur des images. Et les images de genre... Les personnifications des provinces romaines. Quand on dit les sujets de mémoire, c'est toujours, ça fait toujours penser au film de Jaoui Bakri, là, les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, c'est un peu ça. C'est dans quoi ça? C'est dans le... Je crois que c'est dans On connaît la chanson, je crois. On connaît la chanson. Okay. Je crois. Et donc du coup, t'as fait 8 ans en tant que prof. Ouais. En plus, à Paris, je crois, c'est ça? Non, à Dijon. À Dijon. Non, à Paris, Non, à Paris, j'ai fait une école de ciné. Et après, je n'ai pas vécu du cinéma à Paris pendant un certain temps. Okay. Oui. J'aime cette nuance, j'en ai pas vécu. Oui, voilà. Je vivais de petits boulots et j'essayais de faire du cinéma, mais ça marchait pas. Donc dans le montage. Mais après, j'ai pris un vrai boulot, je suis devenue prof. Et il y a des aspects de ce métier que j'ai aimé, mais il était temps que j'arrête. T'as mis combien de temps combien de temps avant que tu prennes la décision de partir ça a mûri pendant combien de temps ton projet de le Covid est arrivé au bon moment. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais le confinement a fait que je suis revenue dans le Morvan me confiner. C'est redondant comme phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On dira pas que t'es prof de français. Et j'ai donc fait de la photo tous les jours quand j'étais confinée. Et surtout, c'était une année extrêmement difficile au lycée. Très difficile, beaucoup de violence, beaucoup de soucis divers et variés. Mais c'était violent. Même à Dijon. Oui. Et donc, c'était bien pour moi de m'arrêter, de réfléchir. Et donc, la photo, j'en ai toujours fait, comme on va dire plein de photographes. Mais là, c'était pour moi vraiment le sauvetage. C'est-à-dire que je prenais l'appareil et puis j'allais en forêt et je passais 1 heure de paix. Et puis, petit à petit, je me suis dit que vraiment, il fallait que j'arrête ce métier qui me pesait et qui me peinait. Donc ça, c'était en 2020. Ouais, c'est ça.
J'avais déjà un peu dans l'idée, puisque j'en avais parlé à une amie, que je voulais faire des portraits dans les EHPAD ou dans les foyers de personnes handicapées mentales. Enfin voilà, j'avais élaboré un petit projet, mais c'était plutôt en me disant, bah je voudrais vraiment faire de la photo, peut-être passer à mi-temps, voilà, etc. Mais en fait, la reprise après le Covid, le retour en ville, affreux. Non, j'arrête. Donc en fait, je suis rentrée en septembre, et en octobre, j'ai créé l'entreprise. Donc t'es rentrée en septembre 2021. Je suis rentrée en septembre, oui, c'est ça, 2021. Donc à l'école. Donc oui, il y a quand même eu tout le confinement 2020. Il y a eu quand même la reprise un petit peu, quand même, il y avait en janvier. Oui, mais j'étais restée à distance pour des raisons de santé. Donc j'étais restée en distanciel, ce qui m'a quand même bien arrangé. Ok. Et donc je suis restée dans le Morvan de mars à septembre. Ok. Et donc retour en ville à Dijon pour la rentrée, très très dur. Et donc j'ai créé l'entreprise en octobre. Il faut savoir que en fait en juin, j'ai perdu mon père de cette année-là, en 2020. Et pour se détendre un peu, en fait la maîtresse de mon filleul, elle organisait une sortie avec ses élèves, elle cherchait des accompagnateurs. Donc moi, vu que j'étais en arrêt, j'ai accompagné. Et elle me dit, ce serait sympa que tu fasses des photos, parce que j'ai vu tes photos sur Facebook, etc. Donc je dis oui. Et en fait, toute la journée, elle m'a tanné pour que je fasse un photographe de mariage. Et moi, je lui dis, mais ça va pas, je déteste les mariages, qu'est-ce que tu veux que je devienne photographe de mariage? Mais je voulais arrêter l'école. Je voulais vraiment arrêter d'aller à l'école. Je veux plus y aller. C'était vraiment ça dans ma tête. Et bon, faire des photos dans les EHPAD, tout ça, c'était sympa, mais ça paye pas le loyer. Non, et donc j'ai commencé à vraiment me pencher sur le sujet d'ouvrir une entreprise, est-ce que je pouvais en vivre ou pas, est-ce que créer ça dans le Morvan c'était jouable, c'est-à-dire chez moi il y a rien, il y a rien, il y a tout, mais pour moi, mais c'est quand même un peu vide. Il y a tout sauf des gens. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est le paradis. Oui. Et donc du coup, la demande de Léa m'était restée en tête. Et effectivement, c'était la bonne voie à suivre. Du coup, t'as fait son mariage? Oui. C'était pas mon premier en plus, c'est ça le pire. C'est que j'en ai fait 3 ou 4 avant. C'était quand son mariage? C'était le 12 août de l'année dernière. Ok, donc 2022. Ouais. Ok, donc ouais, elle t'a demandé en 2020 d'être sa photographe de mariage. Ouais, c'est ça. Ok. Non, c'était 2021 du coup. Ah, c'était 2021, ok. Attends, je suis perdu dans les dates. Je m'y perds un peu dans les dates. Ouais, je m'y perds dans mes dates. Bon, on va dire un an avant, elle t'a oui, plus d'un an avant, elle t'a demandé. Un peu plus d'un an avant, puisque c'était en juin pour la sortie de fin d'année. Et du coup, tu as monté ta boîte entre-temps, tu as étudié un petit peu tout ça, tu t'es lancé. Oui, et en plus, il y a un truc, c'est que l'éducation nationale ne t'aurait pas accordé de mi-temps, de toute façon. Plus ou moins, c'était possible, parce que je demandais pas vraiment un mi-temps, je demandais un 12 heures, ce qui est un 3/4 temps. Ok. Mais surtout, je voulais une mutation à Autun, enfin, je voulais vraiment revenir dans la campagne. Et je l'ai pas eu, donc dès que la demande de mutation, il y a pas de poste. Parce qu'il y a pas de monde, mais il y a pas de poste non plus. Bah oui. C'est logique. Vu que j'avais déjà signé du coup le mariage de Léa et que j'en avais signé 2 autres, les mutations, les refus ou les accords, c'est en janvier. Donc c'était en janvier, j'avais déjà signé 3 mariages du coup. Et j'ai dit j'arrête. Soit je démissionne, soit je demande une rupture conventionnelle. C'est là que j'ai mis en place la rupture conventionnelle. Ils ont accepté. Et ouais, mais j'ai beaucoup bossé. Ouais, t'as quoi? Il y a eu beaucoup de dossiers à faire, des trucs comme ça, non? Oui, mais il y avait une super directrice des ressources humaines, donc à Dijon, à l'Académie de Dijon, donc merci à elle. Elle m'a bien accompagnée, et puis on a monté un gros dossier, donc avec les contrats, etc., mon projet, etc. C'est vrai que la première fois que je suis allée en disant je vais être photographe de mariage dans le Morvan, ça faisait un peu, retour à la nature, fumer des pétards, tout ça, quoi. Et pourtant, c'est pas élever des chefs dans le Larzac. Ouais, c'est un peu similaire pour les Dijonnais. Et le Morvan, c'est vraiment... je sais pas pourquoi, mais les Dijonnais détestent le Morvan. C'est froid, c'est arriéré. Et enfin, bref. Et donc... les Lyonnais n'aiment pas les Stéphanois, les Bretons n'aiment personne. Les personne qui est à côté. Oui, c'est ça. Au plus on est près, au moins on aime.
En tout cas, voilà. Donc j'ai eu ma rupture conventionnelle. J'ai quand même un peu pleuré pendant l'entretien en disant laissez-moi partir, s'il vous plaît. De toute façon, soit c'était rupture conventionnelle, soit j'ai démissionné. Ouais. Je pouvais plus enseigner, j'y arrivais plus. Et la dernière année était très très dure, enfin les derniers mois, puisque je pouvais pas être en arrêt et faire des mariages en même temps. Ouais. Donc ce qui se conçoit bien, hein, mais psychologiquement aller en classe c'était très 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 dur. Donc c'était un peu compliqué, j'ai tenu sur les nerfs, mais parce que la photo me portait déjà. J'ai pu le voir avec des personnes que je connais ou des gens qui sont rentrés dans la formation aussi. Le côté prof est vraiment très compliqué. Enfin, il y a de moins en moins de profs et qu'il y a de plus en plus de besoins aussi de profs. Mais du coup, le cadre de travail devient de plus en plus infernal pour beaucoup de monde. Et en plus, comme ça s'améliore pas, en fait, ils essayent de les garder à tout prix, mais pas dans de la bonne façon. Et c'est assez hallucinant. Enfin, tout ce que j'ai pu entendre, tous les dossiers qu'il faut faire, les trucs psy qu'il faut avoir, faut limite être déjà dans mode burn-out total pour qu'ils acceptent enfin de laisser partir, en fait, pour avoir ne serait-ce qu'aussi une mise à disposition. Non, c'est pas ça, c'est une année. Oui, c'est ça. Être en disponibilité, oui, c'est ça. C'est ça. Une année où on n'est pas payé, mais on peut faire autre chose. Ils n'acceptent pas non plus que tu aies cette activité de photographe à côté. Et l'utilisation du CPF, on peut aussi aller se faire voir. Donc, il y a beaucoup, être fonctionnaire, c'est pas si bien que ça. En tout cas, prof, c'est pas si facile que ça. Mais moi, j'avais les deux aspects dans le sens où, oui, il y avait un burn-out évident. Et j'avais préparé ça, mais comme un concours, quoi. Ouais. Donc, je suis arrivée avec un PowerPoint, un classeur comme ça. Enfin, j'étais à fond, quoi. Moi, il fallait qu'il me laisse partir. Donc, j'ai préparé ça, mais tu vois, j'ai préparé mon petit elevator pitch. Mais j'étais carrément plus préparée pour l'entretien de rupture conventionnelle. Et quand je bosse, quoi. Ah oui, non, mais ça, je sais que toi, tu bosses. Mais je trouve ça dingue et je m'attarde un peu là-dessus avec toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail, que ce soit prof ou fonctionnaire ou pas en fait, hein, mais dans des boîtes qui empêchent les gens de partir, qui ne veulent pas, tu vois, passer à mi-temps ou même ne pas vouloir passer à mi-temps, je peux encore le comprendre parce que c'est s'il y a un poste à haute responsabilité ou avec où c'est très compliqué de former quelqu'un d'autre ou une toute petite boîte, je peux comprendre. Parce que souvent, être à mi-temps veut dire, on te remplace pas et donc, forcément, l'activité va dégringoler un tout petit peu. Mais des ruptures conventionnelles, il y a plein de boîtes, j'entends plein de monde dire, non, mais ils accepteront jamais une rupture conventionnelle. Tu dis, mais c'est quoi leur intérêt? En gros, le seul intérêt qu'il y aura, c'est une démission, quoi. Alors, sûrement, il y a un intérêt financier derrière pour eux, mais l'ambiance est exécrable. C'est horrible. Et il y a un désinvestissement aussi personnel. Prof, ça demande vraiment un investissement personnel assez fort. C'est une charge mentale assez énorme. On a beaucoup d'élèves. Donc, c'est un peu compliqué à gérer si on... j'entendais parler je sais plus comment on dit, la slow quitting, là, quand on quitte son job à moitié, c'est-à-dire qu'on s'investit plus dans ce qu'on fait. Okay. Mais prof, c'est difficile de pas s'investir, parce qu'on a des êtres humains en face de nous. Donc, et moi, à la fin, c'est quelque chose que je raconte souvent, mais j'ai une élève de CAP qui m'avait dit, madame, on dirait que vous aimez bien parler avec nous, mais qu'en fait, les cours, ça vous intéresse plus vraiment. Et elle avait compris, en fait. En plus, c'était une classe que j'aimais bien, donc c'est vrai que j'avais du plaisir à les accompagner. Mais je ne croyais plus en ce que je faisais. Ouais. Donc à un moment donné, même s'ils ont pas assez de profs de français, parce qu'en histoire, ça va encore, mais parce que ma foi, quand tu fais des études d'histoire, tu peux rien faire d'autre que prof, soyons honnêtes. En français, tu peux trouver d'autres choses. Donc il manque de profs de français. Donc, mais même s'il manquait de profs de français, quel est l'intérêt pour eux, quel est l'intérêt pour moi d'être là si j'y crois plus? Bah oui. Parce qu'il faut les porter, en fait. Mais c'est comme tout projet, parce que la photo aussi, il faut le porter. Si on n'y croit pas, ça marche pas. Exactement. Mais en fait, ouais, j'insiste encore sur cette partie-là parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce moment où on se désinvestit, on a commencé à penser à une autre voie. Plus la deadline arrive, c'est comme les vacances, tu vois. Quand t'es à 6 mois des vacances, tu fais, c'est dans 6 mois.
Enfin, je me rappelle quand j'étais à l'école, enfin voilà, c'était pas 6 mois du coup, c'était 2 mois peut-être ou 1 mois et demi. J'étais là, bon, les vacances c'est dans longtemps et tout, mais plus t'arrives à 2 semaines, tu fais putain c'est dans 2 semaines, à 1 semaine, c'est dans 1 semaine, puis 5 jours, puis 4 jours, puis 3, et ça devient de pire en pire en fait. Tu l'attends de plus en plus, et plus tu arrives proche de cette deadline, plus c'est compliqué à vivre en fait et à subir. On est beaucoup à aller jusqu'à quasiment la rupture en fait, tu vois, la limite, au point de rupture qui ferait que non, mais en fait on arrête parce qu'on n'en peut plus. Alors que ça me rappelle du coup le podcast que j'avais fait avec Grégory Verdier, où lui il était dans une mairie où ça se passait pas bien, et le jour où il en est parti, tout s'est libéré. Enfin, il s'est senti beaucoup mieux. Évidemment, il gagnait moins d'argent, mais il s'est senti beaucoup mieux. Et il y a ce truc aussi, c'est qu'on se pourrit la tête pour un truc qui nous intéresse plus, mais qui nous fait gagner de l'argent et tout ça. Et le truc, c'est qu'à un moment, faut aussi comprendre que nous, en tant qu'être humain, il n'y a pas que l'argent. Alors oui, il faut de l'argent pour payer nos factures, tout ça et tout, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir moins d'argent et se prendre un petit taf à la con à côté qui nous demande pas d'énergie plus que ça, ou qui nous demande pas de réfléchir, juste de un peu subir le truc, mais pas dans le côté négatif du terme, puisqu'on sait qu'on va faire 2 mois de ça et puis tant pis, et surtout avec une autre direction, ça peut aider en plus, et de gagner moins du coup, que de continuer à subir et de dépérir jusqu'à des burn-out. De toute façon, moi je pouvais plus enseigner, donc et je voulais plus vivre à Dijon, donc ma vie ne me convenait plus du tout, donc j'ai tout changé. Donc j'ai acheté une maison, je suis au milieu des bois, je fais un métier que j'aime, et là j'ai eu un rendez-vous assez compliqué avec une nana de Pôle emploi la semaine dernière, au téléphone parce que j'étais malade, et elle me dit oui, mais si la photo s'arrête, si ça marche pas du tout, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis mais je trouverai un taf, c'est pas grave, parce que ma maison elle me coûte 450 € par mois, que je vis toute seule, donc j'ai pas pris un risque si grand que ça. Enfin, le risque c'était de continuer à faire un métier que j'aimais pas dans un endroit où je voulais pas vivre. C'était ça le risque en fait. Puis tu pouvais lui répondre, et vous alors, si vous avez plus votre job à Pôle emploi, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, moi c'est comme si tu me disais, et alors si tu fais plus de formation ou t'es plus photographe de mariage, tu fais quoi? On trouvera. Je ferai en sorte que ça refonctionne en fait, voilà, c'est tout quoi. On trouvera quelque chose d'autre qui nous plaît et puis qui nous fait avancer. Enfin. Donc t'as eu ça. De toute façon c'était une sorte de question de vie ou de mort. Exactement. C'était exactement ça, oui. Et comment tu as vécu cette première année? Donc, tu as lancé ton activité au début le 11 octobre 2021. C'est ça. Comment s'est passée cette première année, puisque moi, je t'ai rencontré 1 an après? Ça a été incroyable. La première année, elle a été incroyable. Donc bon, j'ai signé Léa, mais ça, c'était un peu prévu. C'est même pour elle que j'ai ouvert l'entreprise pour signer, quoi. Mais bon, j'étais prof à plein temps, donc je me disais, je vais essayer de mettre en place 2-3 trucs. Mais ça a pris un peu de temps, je crois. Mais pendant les vacances d'octobre, je suis allée voir un traiteur qui habite dans mon coin. Encore... Non, t'étais pas. Ah oui, si, j'étais prof. Si, j'étais prof à plein temps. Mais je suis, enfin, tu m'as pas dit que t'avais arrêté en septembre? Non, en septembre. J'ai arrêté en juillet de cette année-là. La première année, j'ai fait les deux. T'as fait quand même toute l'année. Eh ben oui, j'ai fait toute l'année. C'est pour ça que c'était difficile, que je te disais. Je pouvais pas être en arrêt. Et parce que j'avais des mariages, donc c'était compliqué. C'était une année difficile, mais je savais que c'était la fin, donc je m'accrochais. Oui, je suis allée voir le traiteur qui est dans mon coin. Je me suis inscrite à Mariage Planète. Et de façon gratuite, hein, pas payante. Gratuit, ça va. Ah alors. Oui, non, mais gratuit, évidemment. Moi, je fais un appel aux gens. Ok, attention, émission d'un message très important. Tant que vous êtes en gratuit sur Mariage Planète, je ne vous en veux pas. C'est quand vous perdez de l'argent, quand vous donnez de l'argent à cette boîte de merde, et que, voilà, je l'ai dit, et que il y a ces commerciaux qui vous insultent au téléphone, et que du coup, vous leur donnez de l'argent et que vous perdez de l'argent dedans, plutôt que d'investir sur vous, que ce soit dans ma formation ou dans une autre formation, là, je vous en veux. Parce que vous faites pas le bon choix. Voilà, c'est dit. Non, mais moi, le commercial qui m'a appelé, c'était tellement affreux que c'était hors de question que je leur donne des sous. Enfin, il m'a pas insulté parce qu'il voulait que je leur donne des sous, mais c'était oui, l'insulte, c'est quand tu dis que tu veux plus en donner. Non, mais j'ai jamais payé, mais j'avais fait ma fiche et étonnamment, tout de suite après, j'ai signé un mariage avec eux. Grâce à eux. Et puis
à cause de... En tout cas, j'ai eu un mariage. Le mec de mauvaise foi, tu sais. Et le traiteur m'a envoyé aussi 2 autres personnes, donc j'ai signé encore 2 autres mariages, donc ça me faisait déjà 4 mariages, fin janvier, début février, j'étais déjà à 4 mariages. Et à combien? Donc, comment? À combien? Alors, celui de Léa, je l'avais vendu sans le vendre, puisque c'est elle qui m'avait demandé, donc j'avais vendu à 1100 € à l'époque. Quand même. Parce que je m'étais dit qu'il fallait au moins 1000 €. C'était un peu bête, mais... Et après, j'ai commencé à réfléchir à mes prix, puis j'ai lu ton bouquin, surtout, qui est là, hein, juste derrière, hein, à côté de mes bouquins photos, tu le vois. Ouais. Il y a celui de Marine, il y a celui de toi, ou je sais plus, il est là, bref. Non, il y a le bleu, enfin, si c'est le bleu, il est là. Ah, c'est pas celui-là que je voyais. Ouais. Ok, bon, il est pas là que je voyais. Donc, je l'ai lu énormément, il est beaucoup annoté, croqué, marque pagé, enfin, etc. Bien. Et donc, j'ai commencé à réfléchir en termes de tarifs, et après, le premier vraiment que j'ai vendu, je l'ai vendu autour de 1009. Parce qu'ils m'ont pris un album et tout. Enfin, j'étais trop contente. Bah c'est dingue, enfin, de pouvoir vendre ses premiers mariages à 1009. Je compte pas le 1100 parce que c'était ami, mais de vendre ses premiers vrais mariages à 1009, c'est assez dingue. Moi, je vois des gens, au bout de 10 ans, ils sont encore à 900 €. Donc ouais, c'est assez ouf, quoi. Et c'est le premier mariage que j'ai fait. Du coup, c'était le 16 avril. Et j'y suis allée en mode panique, parce que voilà, c'était un peu... Il fallait pas que je me plante, quoi, parce que j'avais vendu cher. Donc, c'était ça, là, en fait, la difficulté. Pourquoi les gens se vendent peu cher? C'est parce qu'ils ont peur de se planter. Mais en fait, moi, c'était... C'est une des raisons. Je dirais pas que c'est la raison mais c'est une des raisons. Oui, et moi, il fallait que ça marche. Il fallait que je tire de l'argent de la photo, il fallait que je prouve à l'éducation nationale que je pouvais vivre de la photo. Il y avait plein de choses qui se mettaient dans ma tête. Et en fait, j'avais peur, parce que j'aime pas les mariages, comme j'ai pu le dire au tout début. J'ai détesté le mariage de mes sœurs, j'ai détesté tous les mariages auxquels j'ai pu assister. Sociologiquement, le mariage me dépasse. Mais j'ai passé une journée incroyable. Je me suis trouvée tellement bien, tellement à ma place. Alors que la veille, en classe, j'étais tellement mal. C'était magique. Et j'étais contente des photos, ils étaient contents des photos, tout le monde était content. Parfait, tout était parfait. Le deuxième mariage, moins parfait. Ouais. Ah. J'ai fait des bêtises. Mais le premier mariage, j'étais tellement concentrée, tellement à fond, j'avais tellement tout révisé, que non, c'était bien. T'es encore contente de certaines photos? Oui. Ça, c'est une bonne chose. Donc du coup, après, un peu moins bien? Bah, le deuxième, j'ai fait des bêtises de style... j'ai pas baissé mes ISO en sortant de l'église, ou des choses comme ça. Ça, il faut bien que ça nous arrive, hein. Ça nous arrive à tous. Je sais pas. Je me suis dit, bah voilà, le deuxième mariage, t'as vu que le premier ça marchait, donc le deuxième c'est comme après la première représentation d'une pièce. La deuxième est généralement toujours un peu moins bonne. Mais après, ça a été, hein, les photos, il y a encore des photos qui me plaisent aussi, et ils étaient contents, j'étais contente. Il y a eu des choses qui m'ont interpellée, mais qui m'ont fait avancer aussi, qui m'ont fait réfléchir à des choses que je voulais ou que je voulais pas. Peut-être un peu plus, même si j'écoutais beaucoup tes podcasts, et d'autres d'ailleurs, et que ça me permettait de réfléchir à la philosophie de photos que je voulais. D'autres podcasts? J'écoute toujours d'autres podcasts. Pas bien, hein? Ouais. Dans l'œil du photographe, Julien Pasternak, des choses comme ça. Ça va alors, si c'est Julien, ça va. C'est bien. Et du coup, t'as fait combien de mariages cette année? La première année, j'en ai fait 7. Ok. Donc avec une moyenne à... c'est la seule année où j'ai pas calculé mon panier moyen, parce que j'ai calculé mon panier moyen de cette année et de l'année prochaine. Je sais pas, mais la louche. Autour de 1003, 1004, 1005, ça devait être par là. Ce qui était déjà pas mal quand même pour un... Et t'avais mis quoi en place pour que t'avais mis quoi en place pour que les gens te trouvent? Alors essentiellement les prestataires, donc traiteurs. Après j'ai fait un mariage dans un château avec qui je travaille toujours. Coucou Catherine, coucou Gérard. Je les aime bien, ils sont gentils. Voilà, donc essentiellement les prestataires, et puis il faut dire qu'il n'y a pas foule chez moi. Donc j'ai pas beaucoup de concurrence. Il y a 2 autres photographes autour de moi qui travaillent bien, correctement, on va dire, dans leur style. Mais donc on n'est pas très nombreux, donc il y a quand même beaucoup de domaines, il y a quand même beaucoup de mariages. Donc c'est les clients, s'ils cherchent un peu, ils nous trouvent.
Ça, on va revenir dessus tout à l'heure, Oui. sur cette caractéristique du Morvan, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Puisque on pourrait se dire, mais pourquoi t'es venu faire la formation de SAB si t'as déjà dès la première année, tu signes 7 mariages à quasiment 1005, donc ça peut que aller mieux après. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as vécu la suite? Déjà, moi, j'adore étudier. Donc, j'avais besoin d'étudier la photo de façon plus pragmatique, plus posée, moins toute seule avec des bouquins. Même si j'adore apprendre toute seule avec des bouquins, mais quand même, j'avais besoin de structure. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je t'ai dit tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis venue te voir, là, je me rappelle, j'ai dit moi j'ai déjà sauté. C'était au salon de la photo, ouais, après ma je suis arrivée toute timide, pleine de plaques rouges, parce que je suis du genre émotive, en disant bonjour. En plus, il y avait plein de monde autour. Ouais, je me rappelle que la télé a été posée sur des chaises, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, c'est Sébastien Roignan quand même, genre. Merde, putain, t'as vu ça? Ouais, et ils l'ont mis dans la cave avec des télés sur les chaises. Merci le salon de la photo. Ouais, hein bon, ça a changé cette année, ça va. Ouais, c'était mieux cette année quand même, vraiment. Enfin bref, passons. Je digresse comme d'habitude. C'est pas. Mais donc oui, digresse comme d'habitude. Donc j'avais effectivement eu des mariages, mais j'étais pas très structurée. J'avais bien étudié ton bouquin, donc j'avais mis en place certaines choses, mais pas à fond. Par exemple, le client cible, je l'avais esquissé, mais il n'était pas entièrement défini. Que maintenant, mon client cible, il est vraiment, vraiment défini. Donc, attention, je te fais une interro. Interro surprise. Si tu veux. Non, c'est bon. Je sais qu'il est défini. Ouais, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et j'aime ça, en fait. Enfin, ça m'a plu de faire ça comme exercice. Et donc, j'avais besoin vraiment d'aller au bout de ce qui est dans le bouquin. Le bouquin, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, je pense. Mais voilà, j'avais besoin de structure, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de comprendre les choses. Et surtout, j'avais besoin de confronter mon regard. Parce que je suis toute seule, je vis toute seule, je travaille dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Bon, on va dire qu'autour de moi, ma mère, mes sœurs, elles trouvent que mes photos sont géniales, mais ça reste ma mère et mes sœurs, donc c'est pas un avis très objectif. Mes clients sont contents, on va dire, c'est déjà un bon point. Mais heureusement. Mais moi, je suis pas toujours contente, ou alors ça fluctue, on va dire. Et donc j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur qui se pose à la fois sur mon travail, mais aussi sur ma façon de travailler. Je sais pas si c'est clair comme ça. Ouais, si, complètement. Donc structuré, confronté. Après, il y avait une autre raison aussi. Gagner des sous. Alors gagner des sous, oui, mais du coup ta première saison s'est bien passée, ta deuxième moins bien. Alors, enfin, elle s'engageait moins bien. Elle s'engageait vraiment beaucoup moins bien. Parce que je me rappelle que quand t'es arrivé m'en parler aussi, c'était j'ai vécu une super première année avec tous ces mariages, tout ça et tout, mais que l'année d'après, il y avait rien, ou t'avais un mariage peut-être? J'avais un mariage. Ouais. Puisque c'était le mariage là de cet été qui était au moment. Donc celui-là, il était signé depuis longtemps. Mais oui, j'avais un seul mariage. Et après, tout s'est rempli. Tout s'est pas rempli, mais mon mois d'août s'est rempli d'un coup, de façon assez brutale, on va dire. Beaucoup de dernières minutes. Voilà. Donc un panier moyen, pas aussi haut que j'aurais voulu, mais je suis à 1600 là sur cette année. Okay. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Non. Bon, ça va s'améliorer, puisque c'était des plus petits mariages, c'est ça? Mariage de dernière minute, plutôt petit mariage, pas forcément d'album, pas forcément, voilà, pas forcément la soirée. Donc oui, plus petit mariage. Et donc, puis, moins de temps passé. Heureusement, parce que en août, ça s'est enchaîné vraiment beaucoup. Et puis, après, on en avait parlé, je crois, en février, dans un coaching, où j'avais dit, c'est pas grave si ça se remplit pas cette année, parce que, j'ai eu une rupture conventionnelle, donc j'ai Pôle emploi, et j'ai tellement de choses à faire, à mettre en place pour que l'activité soit pérenne, parce que certes, j'ai une première bonne année, mais ce que je veux, c'est vivre de mon activité, sur le long terme. Donc, il faut que je mette en place beaucoup de choses, et j'ai encore plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire, c'est vrai. Ouais. En fait, je voulais en parler un petit peu de ça, parce que ça, c'est quelque chose que je vois chez plusieurs personnes. Enfin, c'est pas rare que je vois une première année qui marche bien, avec plusieurs mariages, un bon tarif, ou alors aussi j'ai des personnes qui par exemple ont signé 1 ou 2 mariages, mais genre à plus de 2000 € direct. Et en fait, le truc c'est que
Je vais appeler ça des coups de bol, même si c'est un peu plus que des coups de bol, bien sûr. Comme toi, t'as travaillé avec des traiteurs, avec un château, enfin, tu vois, des choses comme ça, où t'as quand même été chercher tout ça. Mais je dirais que j'appelle quand même ça un petit peu le coup de bol du débutant, parce que le truc, c'est que ça repose sur rien, ou sur pas grand-chose, comme tu l'as dit. C'est, en fait, on a lancé le truc, on a réussi à avoir quelques touches, des touches qui ont fonctionné. Et bah tant mieux, c'est cool, c'est très cool, ça permet de mettre le pied à l'étrier sans aucun problème. Mais ça va pas se continuer dans le, ça va pas continuer dans le temps, ça va pas se renouveler. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance à ce moment-là, qui disent, ok, bon, bah en fait, ça a marché. Allez, ben du coup, si ça commence comme ça, et ben nickel, on va continuer comme je fais, ou comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en fait, le truc, c'est comme il y a aucune base qui sont vraiment mise en place, bah dans le temps, ça ne peut pas durer, puisque ça va s'envoler, il y a pas de fondation, il y a pas de tout ça. Et on se retrouve, à la 2e ou la 3e année, en fait, on décolle pas, on se retrouve à faire toujours 10 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 4 ans, et alors qu'on veut quitter notre taf, et on peut pas parce qu'on fait que 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais juste un petit aparté là-dessus, parce que je trouve que c'est important d'en avoir conscience que si un immeuble n'est pas construit sur des bonnes fondations, donc si votre société, votre entreprise n'est pas construite sur de bonnes fondations, ça ne peut pas, il peut y avoir des coups de chance, ça peut tenir un petit peu, mais ça ne pourra pas tenir dans le temps, ça ne pourra pas être pérennisé, comme tu l'as dit. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, et elle sera pérenne que si vous avez créé des fondations. Votre société ne sera pérenne que si vous avez créé des fondations. Chose que du coup, tu as voulu faire aussi en venant dans la formation. Oui, puis j'ai besoin d'être formée de toute façon. Enfin, mais toute ma vie. Enfin, moi, si je pouvais être étudiante toute ma vie, je serais étudiante toute ma vie. Parce que déjà, j'aime apprendre, et puis parce que je sais pas comment faire pour avancer sans ça. Alors, il y a différentes façons d'apprendre, hein. Moi, j'aime bien apprendre avec un bouquin, un petit cahier, un petit stylo, mais YouTube, ça peut aussi fonctionner, ou les podcasts que j'ai beaucoup écoutés, j'apprends plein de trucs. Enfin, il y a des podcasts que j'ai réécoute plusieurs fois. Enfin, le podcast avec le Turc, je l'écoute souvent sur le style, je le trouve passionnant. Enfin, il y a plein de choses que j'écoute souvent. Ou le podcast de Franck Boutonnet, même s'il m'intimide toujours, parce qu'il est tellement à fond que j'ai peur, en fait. Il me fait un peu peur sur le côté trek et tout. C'est ultra trail, hein, donc... Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il arrive, il est déjà parti, quoi. C'est ça. Mais en même temps, c'est très inspirant, et puis ça permet, comme je te disais, de confronter aussi. Mais le coaching, ça m'a fait avancer très vite. Ça m'a permis de me booster. Même si je suis boostée naturellement, mais on va dire que... On reviendra là-dessus. L'idée n'est pas de faire de la publicité que pour mon coaching, tout ça et tout. Si, évidemment, c'est pour ça que je t'invite là-dessus. Mais en fait, je trouvais intéressant parce que, en fait, moi, je t'ai connu du coup il y a 1 an au salon de la photo. Tu m'as dit, attends, pas tout de suite, parce qu'en fait, il y avait le lancement juste après. Il y avait cette année-là, il y avait 2 lancements de la formation. Donc moi, j'étais là, si tu veux avancer, viens dans la formation, évidemment. Et tu me dis non, pas tout de suite. Là, je peux pas. C'est pas le bon moment. Parce que je savais pas si j'avais à avoir Pôle Emploi, parce qu'avec l'éducation nationale, c'est un peu compliqué. Donc j'avais pas de réponse assurée. Ouais, et j'avais de l'argent de côté, mais je voulais pas faire de bêtises, parce que j'avais lancé quand même presque 100 000 euros de travaux dans une maison, donc j'ai tout fait en même temps, moi. Donc c'est vrai que fallait pas que je fasse de bêtises, fallait quand même être raisonnable. Et même si la formation coûte pas 100 000 euros, mais je voulais quand même vraiment pas faire de bêtises et avoir un parachute. Et dès que j'ai su que j'avais le Pôle Emploi, j'ai dit on y va. Oui, puis en plus à l'époque, t'hésitais aussi quand même avec la formation 72 heures. Exactement. De Marine, de Léa et Annie. J'arrive jamais à avoir les 3 prénoms d'un coup. Et du coup, t'avais conseillé plutôt de faire... Moi, je t'avais conseillé d'abord de faire la mienne et après de faire la leur. Je crois qu'elle avait fait pareil, Marine, si je dis pas de bêtises. Bon, elle avait pas conseillé vraiment de faire comme ça, mais elle m'avait dit... Je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Voilà, je vais être diplomate, je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais ça paraissait logique. Et là, on en a parlé un peu au salon, parce que du coup, je me suis inscrite aux 72 heures pour cette année. Voilà. Donc ça sera en décembre.
Et donc j'en ai un petit peu parlé avec Marine et Léa, et c'est vrai qu'elles lisaient toutes les deux. De toute façon, avec Sébastien, on est très complémentaires. Et de toute façon, j'ai travaillé avec vos 2 livres. Ma première année sans formation, j'ai travaillé avec les 2 livres tout le temps. Parce que c'est un soutien. Donc voilà. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ces 2 formations-là, parce que ces 2 formations... vous êtes quand même à l'origine, on va dire, d'une première année réussie. J'espère être à l'origine aussi, et qu'on soit, du coup, quand on aura fait d'une 2e année, d'une 3e année, et d'une 4e année réussie. Ouais. Bon, ça me fait plaisir. Et mais voilà, enfin, ce que là-dessus, du coup, et ce qui est assez dingue avec toi, c'est que tu m'as dit, ok, on y va. Ça devait être en décembre, quelque chose comme ça, début décembre, un truc comme ça. Et en fait, la formation commençait qu'en mars. Et en fait, là, t'étais tellement motivé, t'avais tellement envie d'y aller et tout. J'ai fait, bon, allez, ok, on y va, on commence avant. Tu rentreras dans la formation à ce moment-là, évidemment, mais je t'ouvre la formation avant pour toi. Chose, attention, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment exceptionnel de chez exceptionnel. Ça ne pas reproduire chez vous. Et du coup, on a fait les coachings directement, et un truc de malade. Normalement, là où les coachings, moi, prennent peut-être 6 mois, 1 an, tout ça, toi, t'as fait 10 coachings en 2 mois. Même pas 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est surtout que t'as travaillé. Et en fait, moi, je te cite souvent parce que j'ai jamais eu une élève qui a autant travaillé en si peu de temps et aussi efficacement. Et ça, tu m'avais prévenu. Tu m'as dit, attends, là, moi, je suis une bosseuse. Et dingue, je suis vraiment véridique. Mardi, genre, on avait un coaching. Je lui disais, pour la prochaine fois, tu me fais, je sais pas, ton client cible, un truc comme ça. Et quand est-ce qu'on fait la prochaine fois? Vendredi? Puis ça te va. Et vendredi, elle revenait avec un client cible plutôt très bien fait, quoi. Je fais, waouh! C'est parce que j'étais prête. Mais ouais. Ouais, mais. J'étais prête. Dans ma tête, j'étais prête. Je savais que je devais faire les choses. Il se trouve aussi que j'étais SDF. T'es chez ta mère. Ça va. J'étais chez ma mère ou chez ma sœur en fonction des températures. Parce que chez ma sœur, c'était pas bien isolé. Et donc, en gros, j'avais rien d'autre à faire que de me concentrer sur mon avenir, en fait. Parce que je pouvais pas faire le gros œuvre, écouler les dalles, poser les fenêtres, voilà. Et je savais qu'en mars, je devais faire ma peinture, poser mon parquet, des choses comme ça, des choses que je pouvais un peu plus faire. Donc il se trouvait que janvier, février, je n'avais que ça à faire, c'est-à-dire construire l'avenir, quoi. Enfin, mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Encore que je suis encore là-dedans. Hein. Oui, de toute façon. J'ai l'impression que depuis, ça s'est pas vraiment arrêté. Voilà, ça s'arrête pas pendant pas mal de temps. Et je suis même pas sûr que ça s'arrête un jour. Mais mais ce serait bien que je dorme un peu. Ça se ralentit, par contre. Ouais. Ça peut se ralentir. Parce que je vis à la campagne, ce serait aussi pour profiter un peu de la sérénité. Au moins ça va, t'as pas les voitures qui passent sous ta fenêtre. Ah, j'ai pas de route autour de moi. Alors, ouais, tu dis, t'avais le temps, t'avais que ça à faire, t'avais l'énergie. Mais moi, je vois plein de monde qui ont l'envie, qui ont le temps, ou qui peuvent y attribuer du temps, mais qui le font pas, et comme plein de fois où je pense que toi t'es pareil sur certaines choses aussi, mais moi j'ai du temps des fois pour bosser sur un truc qui me fait envie, mais en fait je le repousse parce que j'ai pas forcément, comme le livre dont tu parles, j'ai mis 1 an pour commencer à l'écrire, alors que j'avais le temps, mais j'avais peur en fait de commencer à l'écrire. Moi j'ai pas la compétence de la procrastination, je sais pas faire. Ça c'est putain un super pouvoir. J'y arrive pas. Mais non, parce que des fois j'aimerais bien m'arrêter et en fait je me force à m'arrêter. Ouais, voilà, procrastiner, c'est pas pareil. Procrastiner, c'est... Mais ça, je sais pas du tout faire. Remettre au lendemain, je sais pas faire. Il faut que ce soit fait, sinon c'est dans ma tête et ça m'obsède. Enfin, je suis pas très nette. Hein, Donc... Tu veux dire que t'es pas très clair? Oui, voilà, c'est ça, je suis pas très claire. non, mais si les choses sont pas faites, planifiées, organisées, et surtout faites, en fait, j'ai besoin de faire. Et il y a une phrase de Raymond DeVos qui dit « On peut dire ne rien faire, mais on peut pas le faire. » C'est exactement ça. Et je sais pas, ne rien faire, je sais pas. Donc il faut que j'avance, et puis en plus, quand je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, je dois le faire. Ce qui est très compliqué, parce que quand j'ai beaucoup de travail, comme là par exemple, forcément fin août, j'étais dans le rush des mariages, voilà, j'en avais quand même beaucoup à rendre et tout ça. Et j'avais une idée, et d'ailleurs elle est pas encore aboutie, et j'avais pas le temps de m'y mettre, et ça me pèse en fait, ça me prend la tête. C'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. J'aimerais bien passer sur la partie Morvan, grand thème. Oui. Et grand air.
Oui. Parce que j'entends souvent quelque chose, tu vois, j'entends souvent des gens me dire ouais, mais bon, moi j'habite en grande ville, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de concurrence, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si j'étais à la campagne. Et j'entends des gens à la campagne me dire oui, mais du coup il y a rien à la campagne, donc le truc c'est que en ville forcément ça doit être plus facile de vendre. Et à chaque fois je dis mais pourquoi les deux me disent ça en fait? Si les deux me disent ça, c'est qu'au final c'est pas vrai en fait. Je t'ai jamais dit ça. Toi, tu m'as jamais dit ça, en effet. De toute façon, toi, c'était une volonté, c'était que le Morvan. Et quand on a travaillé ensemble sur ton axe de vente et tout ça, on a été vraiment axé sur le Morvan. Enfin, voilà, tu étais... Qu'est-ce que... Toi, donc, t'es originaire du Morvan. Donc, c'est ton espace, on va dire, ton espace doudou. On va aller par là. Pas forcément, parce que ado, j'en pouvais plus. Il fallait que je parte. Vraiment, j'ai eu une overdose d'arbres. Et puis je rêvais de cinéma, de ville, de pas vivre de l'hymne de cinéma. Ben non, mais on vivait à 40 km du cinéma et j'ai 2 petites sœurs, dont une qui a 10 ans de moins que moi. Donc on allait voir que des films familiaux, même si j'adore Disney. Au bout d'un moment, je voulais voir des films d'adultes. Et je pouvais pas vraiment. Donc non, c'était important pour moi de partir, et donc je suis partie à Paris, après au Canada. Et c'est vrai que j'avais besoin d'aller voir le monde et d'aller voir qu'autre chose existait, parce que je râlais tout le temps. Je râlais, je disais un arbre c'est un arbre, ras-le-bol. Et puis j'ai vieilli. Et puis maintenant, quand je vais 4 jours au salon de la photo à Paris, je me dis mais ils sont fous. Ils vendent de l'eau plate en canette, et en plus ils me disent que c'est écolo. Mais ils peuvent pas mettre une fontaine, non? Putain, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de fontaine au salon de la photo? Bah franchement, il faut faire 20 minutes de queue pour avoir de l'eau, et te vendent de l'eau en canette. Donc bref, non, je suis contente d'avoir retrouvé une vie rurale. En plus, j'habite dans le village de ma sœur, donc j'ai une vie. Comment t'as abordé alors, je vais pas dire ce retour parce qu'il était déjà abordé avant, mais comment t'as abordé le fait d'être photographe moderne, comme tu le dis sur ton site, dans le Morvan? En effet, ou qu'on peut associer un petit peu au Larzac. Attention à ce que tu vas dire. Associé à un endroit, non, tu l'as dit, où il n'y a pas grand monde. Oui, c'est ça. Donc beaucoup d'arbres. Là, la France profonde. La France profonde, on va appeler ça. On va appeler ça France profonde. C'est affreux de dire ça comme ça. Complètement. Comment t'as abordé? Est-ce que ça a pour toi été un challenge? Est-ce que tu l'as vécu comme un challenge, ou est-ce que tu as dit putain c'est cool comme ça, je suis dans un chouette endroit, il n'y a pas grand monde, et je t'ai dit, ça sera sûrement plus facile. Non, la question s'est pas posée comme ça. La question, c'était que je voulais vraiment revenir. Et en fait, c'est ça qui est venu en premier, avant l'idée de vivre de la photo. Vraiment, il fallait que parce que j'ai demandé 6 fois ma mutation, je crois, à l'Éducation nationale. Okay. Donc, parce que la première année où j'enseignais, j'étais dans la ville d'Autun, donc ici, dans le Morvan. J'étais maîtrox, et comme j'ai eu le concours, j'ai perdu mon poste. Les sombres histoires de l'Éducation nationale. Et je me suis retrouvée donc en ville, à Dijon. Après, j'y ai fait ma vie, j'y étais heureuse, etc. Mais à un moment donné, j'y arrivais plus. Et je veux pas vivre comme ça. Donc, je suis revenue beaucoup chez ma sœur pendant le Covid et compagnie. Et donc, j'ai découvert le village d'Anneau, et j'ai adoré ce village. J'adore cet endroit, et j'y suis très heureuse. Et la question, au fait de la question de la photo, j'y reviens. Ouais, pardon, j'ai dégraissé, comme d'habitude. Et donc, quand la question de quoi je vais vivre s'est posée, et que vraiment j'avais quand même une petite idée de cette photo, et donc Léa m'a demandé, et Léa m'a dit, moi je trouve pas. Elle trouvait pas de photographe. Okay. Et ma sœur, quand elle s'est mariée en 2014, elle trouvait pas non plus de photographe. Et donc, 6 ans plus tard, Léa trouvait pas non plus. Je me dis, c'est qu'il y a peut-être quand même un marché. Parce que du coup, quand même, tu disais qu'il y avait 2 autres photographes dans ton coin. Oui, mais ils ont pas le don d'ubiquité, donc ils peuvent pas tout assurer. Il y en a un qui fait pas de mariage en plus. Si, les 2 font des mariages. Les 2 font des mariages. Ouais, celui d'Autun et celle de Château-Chinon, tous les 2 font des mariages. Celui d'Autun, il est installé depuis longtemps, je crois que ça fait 10 ans qu'il travaille bien. Mais c'est vrai que, voilà, il est tout seul, donc même celle de Château-Chinon, on s'est croisés au salon de la photo, et elle me dit t'es dispo à telle date en 2024, et en fait je suis pas dispo non plus, donc
on est quand même pas très nombreux quoi dans le coin. Donc il y a un marché, il y a des châteaux, il y a des domaines, il y a beaucoup de gens qui viennent se marier dans le Morvan parce que c'est central, parce que c'est ni loin de Paris ni loin de Lyon. Donc c'est vrai que c'est un endroit où les domaines sont pas trop chers, les châteaux sont pas trop chers, et donc il y a des mariages. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu là quand ils étaient enfants, qui sont partis à la ville comme toi, et qui du coup veulent revenir se marier dans cet endroit-là aussi, quoi. C'est même quasiment mon client cible. C'est ça, hein. C'est vraiment des gens qui ont des attaches familiales dans le Morvan et qui viennent se marier là. Oui, parce qu'on pourrait aussi se dire que si c'est des gens du Morvan qui se marient, s'il n'y a pas grand monde, tout ça, c'est que ça doit pas y avoir non plus beaucoup d'argent que ça doit pas être des familles avec beaucoup d'argent à mettre dans leur mariage. Donc tu pourrais te dire avoir des tarifs à 2000 € ou à 2500 €, ça va être compliqué avec des gens qui habitent dans le coin. Non, les mariages. Même pas. Étonnamment, non. Cette année, les mariages où j'ai gagné le plus, c'était des mariages des locaux. Ok. Mais tu vois, c'est des raisonnements qu'on peut avoir et qu'on peut imaginer comme le raisonnement ce que je disais tout à l'heure, c'est moi je suis à la ville, toi t'es à la campagne, donc du coup comme je galère en ville, toi à la campagne ça va être plus facile puisque t'as moins de gens autour de toi. Tu vois, c'est des raisonnements qu'on peut avoir, des a priori qui se révèlent vrais ou qui se révèlent faux, et là du coup tu vois encore une fois ça se révèle faux. Alors je dis pas que tout le monde vit de façon très riche, enfin j'imagine que le salaire moyen doit être plus élevé à Paris qu'à Hanau. Mais ceci dit, la vie est beaucoup moins chère. Et il y a quand même une tradition du mariage assez ancrée avec l'idée de recevoir, etc. Et non, honnêtement... Bon, après, j'ai pas fait tant de mariages que ça, mais les mariages que j'ai fait des locaux, ils ont mis le prix, en tout cas. Et puis, s'il y a des domaines et qui vivent, c'est que du coup, il doit y avoir des mariages. Donc, il doit y avoir des gens qui réservent ces domaines-là. Oui. Voilà, mon traiteur... avec qui je travaille, avec qui j'ai commencé, pour 2024, je crois, il est complet, il n'y a plus rien. Ok. Et donc je sais que j'ai signé un mariage 30-31 août 2024, j'ai dû le signer au début de l'été, et le traiteur était déjà plus disponible, donc le mec m'a demandé de signer rapidement parce qu'il voulait absolument avoir une photographe locale. Et parce que du coup, les gens sont obligés de faire venir des photographes d'autres villes pour ça, quoi. Et c'est ce que ma sœur avait fait. Elle avait fait venir une photographe de Lyon. Et donc là, l'idée, c'est comme toi, t'es du coin, forcément, moins de frais de déplacement, moins de tout ça. C'est ça. Après, il y a aussi un autre truc qui vient, c'est que tu disais que les autres photographes sont installés depuis quelques temps quand même, et qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y a des gens de Paris qui viennent, peut-être que eux veulent aussi des photos qui ne soient pas plus, on va dire, typées Morvan ou dans le sens des gens qui ont une culture photographique qui, même si maintenant Internet existe évidemment et que on peut se cultiver de la photo partout, mais il reste quand même s'il y a peu de photographes, il y a peu de chances aussi qu'il y ait des photographes beaucoup plus modernes, beaucoup plus du style que ces mariés voudraient. Et c'est pour ça que tu t'es calé aussi en tant que photographe moderne. Oui, alors ce mot-là me définit pas forcément, mais en tout cas ce que je voulais souligner, c'était que effectivement j'avais vécu ailleurs, que j'avais une culture, on va dire, élargie, et que je m'intéressais à ce qui se passait dans le monde de la photo aussi de façon actuelle. Et donc mon approche était effectivement pas forcément des photos posées, pas jamais les photos de groupe devant l'église, etc., comme ça a pu se faire. Je dis pas que mes collègues font ça, mais en tout cas ça a pu se faire. Et donc l'idée c'était vraiment d'apporter une touche actuelle dans le reportage de mariage, et un petit peu documentaire aussi, même si j'ai encore un peu de travail, mais je vais essayer de développer ce côté-là, en tout cas. Est-ce que tu t'es placé en fonction aussi des autres photographes qu'il y avait dans le coin ou pas ? Pas du tout. Non. J'ai démarré... de toute façon, je suis profondément sincère, donc j'ai du mal à pas faire ce que j'ai envie de faire. Ce que tu n'es pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc non, j'ai regardé quand même ce qu'ils faisaient, etc. Mais non, je me suis pas vraiment... ça n'a pas interféré sur ce que je proposais, en tout cas. Et est-ce que tu t'es senti en concurrence, ou est-ce que eux se sont sentis en concurrence ? Alors moi pas, parce que j'ai beaucoup lu et beaucoup écouté, donc je sais qu'on n'est pas forcément concurrents entre photographes. La photographe de Château-Chinon, on s'est rencontrés, c'est une collègue, on travaille en bonne intelligence. Après, le photographe d'Autun, c'était un petit peu plus long. Finalement, la rencontre s'est faite. Oui, peut-être qu'au début, lui,
me voyait comme une concurrente dans le sens où quand je l'ai contacté au tout début en disant voilà je m'installe, il a pas voulu me rencontrer tout de suite, il a mis du temps. Mais maintenant c'est fait et voilà. Oui, donc, maintenant ça se passe bien. Ben je le croise pas très souvent, mais au moins ça se passe. Ça se passe, voilà c'est ça. Mais oui non c'est pas des gens. Enfin, on n'a pas des relations si proches que ça. Mais après, la collègue de Château-Chinon, un peu plus. Mais après, c'est pas évident non plus quand on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on voit une personne arriver, une personne jeune arriver avec avec une connaissance du monde peut-être un peu plus actuelle. Bah, ou différente. Après, c'est vrai que je me rappelle que la secrétaire du traiteur, quand elle m'avait vu arriver, elle m'avait dit « Ah, c'est bien que vous installiez, parce que la photographe de tel endroit, elle a au moins 40 ans. » Je venais d'avoir mes 41 ans. Donc, je suis rentrée chez ma sœur, j'ai dit « Il faut que tu me teignes les cheveux, absolument, que je paraisse plus jeune. » Donc, oui, en tout cas, je suis assez moderne, effectivement. Enfin, en tout cas, si... J'ai une culture citadine, en plus d'un amour du rural, on va dire. Est-ce que tu as senti, même si ça fait pas longtemps que tu t'es installé, est-ce que tu as senti qu'il y a un regain et que potentiellement peut y avoir des collègues qui peuvent arriver ou que la région peut attirer? À force que tu dises aux autres que ça passe bien dans le Morvan, parce qu'il y a personne, j'imagine que tous les autres de la formation vont venir s'installer là. Ouais, faut vouloir venir vivre dans le Morvan ici. Oh, ça va, hein. C'est beau. Ah, mais je dis pas le contraire, en week-end. Il n'y a pas d'Uber Eats, il n'y a rien du tout. C'est ça qui est bien. Arrête, moi je suis à la limite de Lyon et ce que j'ai en livraison, c'est que des kebabs. Des pizzas comme ça. C'est ça, des trucs dégueux, quoi. J'ai les bons trucs, ils sont à 3 km, quoi. Ils font pas les 3 km de plus, quoi. Donc voilà, non. S'il y a d'autres personnes qui viennent s'installer, tant mieux. En fait, c'était... J'aurai des gens qui me font remplacer si je me blesse. C'est toujours ça qui m'angoisse, ou une panne de matos, ou un problème quelconque. Je me dis, je suis un peu toute seule, quoi. Oui, c'est vrai aussi, c'est ça le truc, c'est que comment tu vis parce que c'est un truc aussi qui est assez difficile, c'est que le métier de photographe, on est souvent tout seul, enfin, on s'isole beaucoup parce qu'on fait notre métier dans notre coin et tout ça. Quand on est en ville, tu vois, par exemple, moi je suis à Lyon, demain soir, là, on est mercredi, demain soir, il y a l'apéro photo mensuel chez Paul Trade, donc c'est aussi une occasion d'aller voir d'autres photographes, donc c'est pas que photographe de mariage, mais voilà. Là, je vais aller à Paris, je vais voir s'il y a des élèves de la formation qui veulent se faire un déjeuner, donc il y a des choses qui se font dans les villes. Mais à la campagne, c'est compliqué, en fait, tout de suite, vu qu'il n'y a pas grand monde, c'est compliqué d'avoir une vie de collègues, enfin une vie avec des collègues. Comment toi tu vis ce truc-là? J'ai pas de vie de collègue. J'en ai pas, si ce n'est les possibilités que m'offre ta formation. Donc les lives, les vidéos. Ça c'est important pour moi. Alors le Discord, je suis là pour le coup, j'ai bien mes 42 ans. J'ai un peu de mal à m'y mettre, j'avoue. Même si j'essaye. On va dire que je fais quelques efforts. Ça va, c'est du chat, t'as dû connaître Caramel à l'époque, c'était pareil. Oui, Caramel, j'avais oublié ça. C'était pareil à l'époque. Ouais, j'ai jamais été très MSN ni tout ça, mes sœurs, elles étaient plus branchées que moi. Moi, je suis une ancienne, hein. J'ai un stylo plume, t'imagines? Un stylo plume et des cartouches que tu... Ouais, avec des cartouches et tout. Ça, c'est parce que t'es prof. Parce que t'étais prof, ça. Non, même pas. Avant d'être prof, j'avais un stylo plume. Ça va, ils obligent maintenant encore Non. À utiliser des crayons, parce qu'à l'époque, c'était... On n'oblige plus rien à l'école, même plus à dire bonjour. C'est les élèves qui vous obligent. C'est ça. J'exagère un petit peu. Mais non, on n'oblige plus. Oui, je trouve qu'un peu que tu exagères quand même. Hein. Je vais me taper plein de retours de... Mes collègues profs, ils vont me dire, oh, t'exagères un peu. Changer de métier. De toute façon, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez changer de métier. Donc, même pas. Donc non, j'ai pas de vie de collègue, si ce n'est que je me force, ou en tout cas, par exemple, là, je suis au salon les 4 jours, et j'y suis pleinement, c'est-à-dire que j'y suis toute la journée, enfin, par une digression, parce que je suis allée dans un musée, mais, parce que j'avais envie d'aller voir un truc, et que j'ai profité d'être à Paris, mais sinon, c'est vrai que j'essaye de lier le plus possible, voilà, au salon de la photo, ou au week-end que tu as pu proposer dans ta formation, des choses comme ça, et puis avec les lives, j'essaye de discuter avec des gens avec qui je peux avoir des affinités, etc.,
Est-ce qu'on se ferait pas, genre, t'organiserais un truc pour 10, 15, 20 personnes de la formation dans le Morvan, ouais, ça peut carrément être jouable, ça. Franchement, ça pourrait être sympa. Est-ce que la prochaine destination sera à côté du Creusot? Ouais, ça pourrait. Parce qu'il y a le TGV, donc c'est facile. Ouais, il y a le TGV, ça pourrait. Mais ouais, non, mais c'est vrai que dès qu'on m'offre la possibilité de rencontrer d'autres photographes, j'y vais. Parce que sinon, c'est trop facile, je reste dans ma campagne, je suis heureuse, je suis bien... Enfin, c'est trop facile, quoi. Enfin, ouais, mais c'est trop facile, mais en même temps, on a besoin aussi d'évoluer, on a besoin... C'est ça. Ben, tu peux le faire en faisant des formations, en faisant aussi tout ça, mais c'est quand même bien quand on a des collègues avec qui on peut discuter, avec qui on peut s'échanger des doublons, sur qui on peut compter aussi s'il se passe un truc. Puis même juste déposer ce qu'on a à dire. Enfin, moi, j'ai eu un mariage là qui était moins rigolo, on va dire, cet été, et ça m'a fait du bien d'en parler pendant le live. Mais la salle des profs, j'ai appelé ça le bureau des pleurs, moi. C'est un endroit où on dépose un peu ce qu'on a à déposer, et puis après on repart, quoi. Ouais. Et ça fait du bien aussi de dire, bon, bah, voilà, c'était pas cool, maintenant je l'ai dit, donc c'est fait, c'est passé, et on passe à autre chose, quoi. Okay. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important, et dans les lives, mais après, c'est bien aussi de dire quand ça va bien, hein. Enfin, faut faire les deux, je pense, mais... Il y a un autre point que je voulais aborder, qui va un petit peu dans ce sens-là, c'était le point de la santé. Puisque tu as eu je sais pas si tu veux en parler ou si tu veux, enfin de tes jambes et tout ça, hein, oui. J'ai une santé fragile depuis toujours, donc j'ai des soucis de santé réguliers. Ça a été je pense que je me suis plus interrogée sur ma santé avant de me lancer que sur quoi que ce soit d'autre, dans le sens où si t'es à ton compte, c'est un peu plus compliqué. Parce que bon, la sécu, elle est pas, on va dire, on n'a pas grand chose, quoi. Faut avoir une bonne mutuelle, mais la mutuelle, même en tant qu'indépendant, elle réagit pas tout de suite. Ouais. Et puis, je suis en surpoids, donc quand t'écoutes Franck Boutonnet, tu te dis que tu peux pas être photographe de mariage si t'es gros. Lui, il est sec. Ouais, il est ultra sec. C'est deux opposés complets, quoi. Donc je me suis quand même questionnée, mais j'y suis allée quand même. Enfin, de toute façon, ça se posait pas. Enfin, je me suis pas vraiment interdit. Et il se trouve que je me suis blessée au printemps en mettant mon parquet. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que je peux tout faire. Hein. Donc je fais, mais je fais parfois des bêtises. Et oui, donc je me suis blessée, déchirure musculaire, fissure des ménisques et ligaments croisés, enfin, un beau truc, quoi. Et le truc, c'est que t'avais des mariages derrière. Ouais. Donc opération? Non. Non, pas d'opération. Non, pas d'opération. Non, morphine. Non, mais t'avais pas, enfin, genre, y a pas un moment où, genre, t'as été... il y a eu un moment où j'étais à l'hôpital, mais j'étais immobilisée pendant 10 jours. Donc là, j'ai dû me faire remplacer. Et il t'avait dit, genre, 3 semaines, 1 mois de... C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, je me rappelle plus, tiens. Oui, je devais rester immobile 3 semaines, et j'avais un mariage pile 1 mois après. Donc, il m'avait dit, avec une grimace, mais il m'avait pas vraiment répondu, de toute façon. De toute façon, vous allez faire ce que vous voulez, on sait. C'était un peu ça, quoi. Et donc, je l'ai fait, alors, c'était 2 mariages un peu compliqués. Oui, et puis après un mariage de femmes, et elles avaient confiance en moi, et donc elles voulaient absolument que ce soit moi. Et elles m'envoyaient des textos du style, tu crois que ça va aller, et tout. Je vais tout faire pour que ça aille, vous inquiétez pas, je serai là, et tout. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Donc j'ai pris des cachets, et puis je me suis blindée, quoi, je me suis shootée, et j'ai tenu, et les filles m'ont dit, le premier mariage s'est bien passé, je pense que les gens ont pas trop capté. Le deuxième mariage, du coup, c'était la semaine suivante, donc j'ai enchaîné 2 mariages, c'était dur quand même. Journée complète? Ouais, journée complète. C'était le mariage des filles, et après, quand je leur ai ramené le livre, l'album que j'avais fait, je leur ai ramené chez elles, on a bu un apéro, c'était cool. Et elles m'ont dit, sur la fin de la soirée, c'est vrai qu'on a vu que t'avais mal quand même. Mais ça, c'était pas trop vu avant, donc ça va. Et au niveau des photos, je trouve que... Franchement, c'est pas trop mal. Il y a quelques photos, je me suis dit, t'aurais plié les genoux, c'était mieux, mais... bon. Et c'est bien l'écran... oriental. Oui, voilà, oriental. Et du coup, le reste de l'été, comment ça s'est passé? Au mois d'août, ça allait mieux, mais j'ai enchaîné beaucoup de mariages. Ouais. Donc, il y a une fatigue quand même qui s'est installée assez... vraiment, j'avais du mal à remonter. Puis il a fait chaud. Donc la semaine de la canicule, j'ai eu 3 mariages, j'ai cru que j'allais mourir, un le samedi, un le mardi, un le samedi. La semaine de la canicule? Oui, on est dans le Morvan quand même. Oui.
Les 3 mois de la canicule. Les 4 mois de la canicule. Non, dans le Morvan, on va dire qu'on a eu 10 jours de canicule, en gros. Et voilà. Ok. Et j'ai eu un mariage par 40 degrés, ce que je pensais pas arriver, honnêtement. C'est dur. Ouais, un peu dur. Mais... ça, c'est un truc... Enfin, qu'est-ce que t'en... Enfin, là, c'est plus une discussion qu'on a tous les deux, mais en tant que photographe, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu Enfin, j'ai jamais eu un gros problème physique qui m'empêchait de faire un mariage. J'ai eu juste une fois où j'avais fait une séance de sport 2 jours avant et avec des squats et tout ça, où en gros, j'avais du mal à me baisser. Mais rien, c'est juste que ça faisait mal, c'est tout, quoi. Mais il y avait rien, il y avait aucune maladie. Je me suis pas blessé et tout ça, mais c'est quand même un truc, quand on est photographe, on est à la merci de ça. Et c'est quelque chose... comment tu l'abordais avec tes mariés quand c'est arrivé? Comment tu as mis du coup, le fait que j'ai eu ça, je vais faire le mariage, mais du coup, je vais être un peu diminué physiquement. Enfin, comment t'as abordé le truc? Alors, les 2 mariages d'avril, je l'ai dit très honnêtement parce que c'était juste avant. Ouais. Donc, j'ai dit, je suis blessée. Voilà, c'est signé. Je vais essayer de trouver une solution alternative, mais personnellement, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Enfin, j'avais pas trouvé d'autres photographes pour me remplacer. T'avais cherché beaucoup? Un peu, en tout cas autour de moi. Enfin, j'avais demandé aux 2 autres, quoi. Oui. C'était à peu près arrêté là. Donc j'ai fait, mais ils savaient, et voilà. Et c'est vrai qu'une semaine avant, j'avais dit donc au mari, au premier, j'avais dit ça va, je suis debout, je marche, ça devrait aller. J'avais fait 2-3 séances famille avant, histoire de me remettre en jambes, et je sentais que je pouvais le faire, et puis j'avais tellement envie d'y aller en plus. Il y avait une notion aussi, voilà. Moi, j'aurais été très frustrée de pas y aller. Et donc, voilà, j'avais été honnête, et finalement, ils étaient contents que je sois là, et puis tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu une petite appréhension de dire, merde, du coup, on t'a payé. Les mariés ? Est-ce que... Non. Après, c'est 2 couples avec qui j'avais une super relation. Enfin, en général, j'ai des bonnes relations quand même avec les couples. Là, il se trouve que... il y a une des mariées qui était un peu en souci de santé, donc elle était vraiment très compréhensive. Et puis après, les filles, c'est pas que je les connaissais pas avant de signer leur mariage, mais ma sœur on connaît une qui est une collègue à elle, donc en fait, elles avaient confiance et elles voulaient vraiment que ce soit moi. Donc il n'y a pas eu de vraiment... Elles avaient un peu peur, les filles, puisqu'elles m'envoyaient quand même... Ça va aller, t'es sûre, mais sinon... aucune remise en cause. Si le dernier jour tu pouvais plus, il y avait plus personne pour... En tout cas, jamais personne ne m'a dit mais on t'a payé, comment ça va se passer. Personne ne m'a dit ça. Donc ça m'a mis en confiance aussi. Et puis moi, quand j'y vais, quoi. Ça, oui, tu fais pas attention, quoi. Non, et même souvent j'ai pas mal, où je me rends pas compte que j'ai mal en fait en faisant. C'est après. Le cerveau, C'est ça, exactement. Est-ce que t'aurais pu, parce que le conseil moi que j'aurais pu te donner en fait, c'était t'as la formation aussi pour ça, donc t'as tous les gens qui sont dans la formation, c'est de prendre un second ou une seconde pour t'aider, en fait, sur ces mariages-là. Mais quand je me suis blessée, c'était en mars, donc je connaissais pas encore bien les gens de la formation. Parce que le mariage, c'était le 8 avril, et puis l'autre, la semaine d'après, le 15 avril. On va dire que plus tard, on va dire si quelque chose... Je pense que si ça avait été en août, j'aurais proposé. En tout cas, peut-être d'avoir un second, d'être accompagné pour pas devoir tout faire. Tout gérer. Parce que quand même, c'est vrai que c'est ce qui arrive aussi à... Je le vois souvent, je le vois quelques fois passer sur des élèves qui tombent enceintes. Et du coup, au bout d'un moment, forcément, quand c'est pas prévu et que t'as des mariages qui tombent et que t'es entre 6 et 9 mois de grossesse, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, plus vers le 9 que vers le 6. Ou alors s'il y a des problèmes aussi, des complications. Il y a toujours ce truc aussi de se faire remplacer. Et surtout d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter si jamais, en fait, il y a un souci. Donc d'avoir un second ou une seconde qui soit là pour assurer le coup aussi, si le jour du mariage, tu vois, si imaginons qu'en plein milieu du mariage, t'avais pu, et ça aurait été... là, du coup, tu t'arrêtais et tu pouvais plus faire la suite, quoi. C'est là où c'est important d'avoir un réseau, c'est là où c'est important d'avoir des gens autour. Et je pense aussi de pas se... moi, je suis comme toi, hein,
je vais à fond et tant pis. J'ai plutôt tendance à me mettre vraiment aussi en danger, on va dire, parce que je peux dire en danger parce que là t'étais en danger aussi, parce que t'aurais pas dû techniquement le faire, dans le sens pour ta santé, pour que ça puisse se remettre plus vite aussi. Et on sait jamais ce qui peut se passer, mais moi je suis comme toi, s'il se passe quelque chose, j'y vais un peu trop, mais ça fait réfléchir aussi et le jour où ça passe plus. Ben puis vraiment j'ai eu mal longtemps. Ouais. J'ai eu un super kiné heureusement qui m'a permis de faire ma saison, mais voilà, il était temps que ça se calme. Maintenant ça va mieux, et c'est vrai que il fallait vraiment que je mette en place des choses pour que ça aille mieux, et mais après c'est tellement formateur en fait que ça me soit arrivé cette année. Dans le sens où je veux dire que la leçon est apprise, c'est pas que par Franck Boutonnet, mais la leçon est apprise, il faut absolument que je prenne en compte mon corps comme un élément de mon entreprise. Et jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'ai assez peu compté sur mon corps, j'ai toujours compté sur mon cerveau, un peu mon cœur, et ça suffisait largement pour avancer. Ouais. Et là, je me suis dit que le corps, il devait aussi suivre, malgré tous ses défauts et ses faiblesses, et qu'il fallait qu'il fasse partie de l'entreprise, il faut qu'il fasse partie du voyage, quoi, quelque part. Donc, perte de poids, remise en forme... La totale, quoi. Oui, on va essayer. C'est ce qui est prévu là c'est en cours. Pour cette hors-saison, on va dire, c'est ce qui est prévu. Oui. Dès la fin des mariages, je suis partie me soigner et puis je continue. Et musculation, tout ça aussi? Ouais, muscu, piscine, régime, la belle vie. Après, c'est important, tu vois. Moi, j'étais pas forcément surpoids, mais j'avais quand même plus de poids, j'avais 15 kilos de plus. Et pareil, tu vois, je me suis jamais, si, j'étais pas bien avec, je vais pas dire que j'étais bien, mais je m'en suis jamais vraiment soucié, et c'est toujours trop compliqué de faire un régime et tout ça. Et puis il y a un moment, il y a 5-6 ans, ça c'est 7 ans, il y a eu un déclic et bam. Et tu vois, il y a 7 ans, j'avais 32 ans, quelque chose comme ça, 31-32 ans. Je voyais aussi qu'à mes 30 ans, c'était compliqué. On en a déjà parlé dans le podcast avec Philippe sur vieillir et comment ça se passe dans notre métier. En fait, c'est un truc où, en effet, ton corps, à un moment, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant si ça te lâche, c'est si ton corps te lâche, en tant que photographe de mariage, t'as plus rien. Tu peux plus aller faire tes prestats. En tant que photographe tout court, tu peux plus aller faire tes prestats. Et alors surtout de la photo de mariage. Encore du portrait ou de la famille en studio, potentiellement tu peux le faire, mais en mariage c'est pas possible. Tu perds quand même ton activité. Et plus ça va, c'est vrai, c'est sûr, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on se dit bon allez, le monde est à nous, on s'en fout. Moi je suis toujours dans cet état d'esprit là. Hein. Pareil. Mais il y a un moment quand tu rentres de mariage et je peux te dire, parce que moi ça fait 13 ans que je fais de la photo de mariage, quand le lendemain, quand j'avais 25 ans, 13 ans, non, 27, 28 ans, je rentrais d'un mariage, d'une grosse journée, et que le lendemain, j'étais frais. Là, quand j'ai passé mes 30 ans, que j'avais encore mon point en plus, le dimanche, on va dire que c'était compliqué. Là, ça va mieux. Tout le monde sait que personne ne doit venir me voir le dimanche et le lendemain de mariage. Tout le monde peut toquer à la porte, je n'ouvre pas. Je ne suis pas visible. Non. C'est pour ça les gens qui font plusieurs mariages dans la semaine, il y a des podcasts où les gens m'hallucinent, donc j'entends qu'ils font 4-5 mariages la même semaine. Mais déjà rien que moi, la semaine de la canicule, là où j'en ai fait 3, un le samedi, un le mardi, un le samedi, c'était waouh, c'était dur, hein. Vraiment j'ai tenu parce que c'était top. En même temps puis c'était top. Je m'amuse tellement que on tient quand on s'amuse. Mais pour relever de ça, dur. Surtout si tu dois réenchaîner derrière en plus et tout. Non, le lendemain, pas visible. Et mais c'est ça, et plus ça va aller, plus c'est compliqué en fait. Et c'est ça aussi. Mais je ferai du scolaire après. Ce sera ma retraite. Oh, la haine, le retour à ce que t'as quitté, quoi. Non, en fait, je fais des photos scolaires. Ouais, de la photo scolaire. Ouais, non, j'aime bien, en fait. Non, j'aime bien faire ça. Je croyais que tu disais revenir en tant que prof. Et c'est vraiment beaucoup plus simple, en fait. Donc, ce sera ma retraite. Oh, c'est speed quand même, hein. Non, ça va, franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et, parce qu'en plus, là, t'as fait combien de mariages cette année? Là, du coup, j'en ai fait 8.
Et encore, 8, c'est pas beaucoup, dans le sens où Bah non, mais... une saison normale de photographe, on est plus souvent sur des 15 à 20, quoi. Mais j'en ai fait 6 entre le 5 août et le 2 septembre. Ouais. C'est ça le problème. Parce qu'en juillet, j'ai rien eu. Pas un seul mariage. Alors que l'année dernière, j'aurais pu signer 4 fois le 9 juillet. Je n'ai pas trop compris. Ouais, mais ça, chaque année, c'est différent, tu sais. Hein. Bon. Moi, j'avais des années où tous mes mariages étaient concentrés sur la première partie. Je me rappelle, c'était en 2020, donc l'année Covid. J'ai eu qu'un seul mariage. Et en fait, j'ai eu qu'un seul mariage qui devait être mon dernier. Et du coup, mon premier a été mon dernier. Oui, mais je le savais pas au moment où je faisais le mariage. Mais en tout cas, ça devait techniquement être le dernier et c'était fin juillet. Ok. Tu vois, je faisais 6-7 mariages et ça devait être mon dernier. Au final, ça a été mon premier et unique de la saison. Bah, puis là, l'année prochaine, juin, c'est plein. Mais après, juillet, j'en ai un, et août, j'en ai un. Donc, ouais, mais ça change tout le temps. Mais c'est juste que là, tu vois, pour finir sur le côté santé, c'est vrai que là, t'as enchaîné 8 mariages, enfin, t'as enchaîné 6 mariages vraiment. Et le truc, c'est que là, à la fin d'une saison, quand tu t'es enquillé de 16, 17, 18 mariages sur plus tes séances fiançailles, plus tes day after, plus tout ça. Je ne veux jamais faire 18 mariages. Jamais. Je pense que j'ai jamais, dans nos objectifs là de début de. Mais imaginons. C'est plus pour en parler, tu vois. Ouais. Mais je pourrais pas, de toute façon. Au max, à combien? Moi, je dis 12-13, c'est bien. 12-13. Allez, pour 14, quoi. Mais... Tu vois, t'es pas loin de 18, hein. Ouais, 18, ça commence. Au-delà de 15, ça commence à taper, je pense. Mais... Puis tout dépend comment ils sont espacés. Oui, et puis ça dépend aussi des mariages. Il y a des mariages plus ou moins fatigants, des mariages plus ou moins longs, etc. Et plus ou moins investis aussi. C'est ça. Parce que les mariages de dernière minute, ça demande quand même moins de travail, de préparation, de liens, etc., de construction, de relations avec les mariés. Donc, voilà. Comment tu sens l'avenir pour toi? Morvandio. Quoi? Morvandio, dans le Morvan. Morvandio. J'aimerais bien travailler un peu moins. Là, je travaille beaucoup. Donc, voilà. Mais je vois l'avenir serein, en tout cas. Quand tu dis que tu travailles beaucoup, c'est-à-dire? Là, je travaille beaucoup. Ou en tout cas, j'ai eu l'impression de beaucoup enchaîner, là. Mais ça a été les prestats, tu veux dire? Oui, les prestats, et ça s'arrête jamais vraiment. Donc, là, j'aimerais bien avoir une pause. On va dire ça comme ça. Parce que là, t'es quoi? T'es encore dans la retouche ou dans les livres? Ah non, là, j'ai encore un livre à rendre. Okay. J'ai commencé les écoles, j'ai des séances famille, voilà. Donc là, c'est pas mal de taf. Ça devrait un peu se calmer, là, en novembre, donc je vais avoir le temps de me poser un petit peu. Puis, à côté, j'essaye aussi de travailler le site, un peu la communication, tout ça. Enfin, la formation. Bah oui, carrément. Bah oui. Parce que là, du coup, sur cette année, du coup, t'as combien de chiffre d'affaires? Autour de 20 000 à peu près. Ok. Il faut que tu fasses combien, du coup, pour arriver à ce que tu voulais? Sur cette année, je me rappelle plus ce qu'on s'était dit comme objectif. Pas sur cette année, mais au final? Au final, autour de 30 000, ce serait largement bien. Enfin, en tout cas, pour d'ici 2-3 ans, même, ce serait bien. C'est largement faisable. Normalement, l'année prochaine, ça devrait être faisable. Après, il va falloir optimiser pour ne pas avoir à trop bosser. En fait, c'est soit tu veux gagner plus, et dans ce cas-là, il faut que tu bosses plus. Non, mais je veux bien bosser. Je veux bien bosser, mais il faut que j'arrive à mieux gérer, je pense, le temps de travail. Et parce que comme je suis une bosseuse à fond, j'ai tendance à faire beaucoup et à être impatiente et à vouloir tout faire tout de suite. Donc, travaille là-dessus pour l'année prochaine? Je pense que ça fait 40 ans que je travaille là-dessus et que ça marche pas. Il va falloir, parce que là, en fait, le problème, c'est que là, il y a personne qui sera là pour te dire arrête. Ouais, c'est ça. Mais, si, parce que faut que je me prenne du temps pour vivre et puis pour faire les choses. C'est ce qu'on dit. Faire les choses. Non, mais... Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Non, mais là, je me suis accordé un lundi avec mon filleul, par exemple, et puis c'est rare. Et là, je suis bénévole au cinéma de mon village, et ça fait genre 2 mois et demi qu'ils m'ont pas vu. Donc ils vont m'en vouloir à mort. Il va falloir un jour que j'aille toquer à la porte en disant coucou, me revoilà. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir que je m'organise un peu mieux pour mettre en place ma vie, mais j'ai tout changé d'un coup. Donc c'est normal que ce soit un peu chaotique.
Et du coup, comment tu vois, qu'est-ce que tu veux mettre en place sur 2024, 2025? Comment tu vois les 2024, continuer sur la bonne lancée que j'ai là au niveau des signatures. Voilà, j'ai des beaux mariages qui sont prévus, avec des chouettes mariés, donc voilà, essayer de continuer à bosser la com pour pouvoir signer ce genre de mariage, donc vraiment bien travailler le client cible, vraiment bien travailler, voilà, pour aller dans ce sens-là, bien assurer déjà tout ce que j'ai signé aussi, c'est important. Et être heureuse de ce que je fais, en fait, c'est ça. Je pense que mon objectif, c'est ça, hein, c'est d'être heureuse. Mais on va dire dans tous les aspects de ma vie. Mais en photo, comme ça prend beaucoup de place dans ma vie, la photo, c'est important. Enfin, c'est cool. Donc tu regrettes en rien tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place. Ah mais non, je regrette pas du tout. Je regrette rien. Si on parlait un tout petit peu photo, pour terminer ce podcast. Mais c'est super intéressant. Enfin, vraiment, de tout ça, ton expérience, c'était vraiment un retour d'expérience sur voilà, quelqu'un qui se lance avec certaines conditions de ton taf que tu avais avant, du Morvan dans lequel tu arrives où il n'y a pas grand monde, enfin tout ça. Qu'est-ce qui te botte le plus dans quel type de photo tu aimes le plus dans la photo de mariage? Quel instant tu préfères, ou qu'est-ce que tu préfères tout simplement dans la photo de mariage? Alors, je vais dire la sincérité, un peu un grand mot, mais à partir du moment où je vois que les sentiments sont vrais, moi, ça me bouleverse. Quand je vois qu'ils s'aiment vraiment, ça me tue. Non, ça te tue pas, quand même. Si, ça me tue. Non, il faut pas. Non, mais vraiment, je suis assez fan de ça. C'est pour ça que j'ai mis photographe des gens qui s'aiment, parce que c'est important pour moi. Quand j'arrive à voir ça, je me sens tellement privilégiée. C'est un bonheur, quoi. Après, sinon, en termes de photos, j'aimerais construire des photos un peu plus documentaires, un peu plus avec différentes scènes sur une même photo. Voilà, j'ai commencé, on va dire, j'étais très serrée en termes de portraits, en termes de photos. Je commence à ouvrir un peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je sais que j'ai du travail à faire là-dessus. Enfin, j'ai pas mal de taf encore en photo. Mais du coup, je reviens sur ma question. Parce que là, on est encore parti sur tes axes d'amélioration. Oui. Toujours. Moi, je vois toujours ce que je dois faire. Hein, mais qu'est-ce que tu aimes ok, pour la sincérité, mais genre, est-ce que tu peux nous raconter le type de moment qui te fait kiffer vraiment sur un mariage? Genre, t'arrives et c'est le moment où tu dis, putain, là, c'est cool, j'ai des photos qui... Alors, j'adore les miroirs. Donc, j'aime les préparatifs parce que j'aime les miroirs. Ça vient de plein de films que j'ai vus. Les scènes de miroir, je kiffe, je sais pas pourquoi. C'est un truc, c'est en moi. J'aime aussi les séances couple, étonnamment. Même si je les dirige pas beaucoup. Mais j'aime ça, parce qu'on est qu'à 3. Et ça, moi, j'ai du mal avec les grands... Je déteste les photos de groupe. C'est la pression du groupe et du nombre, ça m'angoisse beaucoup. Après, j'aime assez le cocktail. Je t'entends souvent dire que toi, t'aimes pas trop ça. Moi, c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment où je sors le 105 et je peux faire des portraits, ou je sais pas, il y a une espèce de temps libre un peu. C'est ça qui me plaît. Okay. Aussi parfois des gens qui s'ennuient, ça me plaît beaucoup, les gens qui s'ennuient. Donc, parce que moi je sais pas faire, alors je suis admirative. C'est pas faux, c'est pas faux. Et puis la soirée, je danse et je m'amuse. Donc, non, j'aime pas du tout le temps du repas. C'est assez long. À part le temps du fromage, parce que je suis une gourmande, mais sinon je m'ennuie à table assez fréquemment, mais la danse, c'est cool. Donc, et du coup, qu'est-ce que tu... Je sais pas si ça répond bien à ta question, pas vraiment. Ça répond. C'est pas forcément ma question, mais ça répond. Et qu'est-ce que tu... Ouais, question, pourquoi tu fais de la photo de mariage? Question de ouf, mais... Parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'effectivement, je pouvais pas vivre de la photo dans le Morvan sans la partie mariage, effectivement. C'était la condition sine qua non. Et au final, j'adore ça. Donc au final, c'est cool, parce que je m'amuse vraiment beaucoup. Je suis toujours contente quand je vais sur un mariage. Je suis pas tellement stressée. Je suis vraiment toujours hyper... J'ai hâte, quoi, tout le temps. Donc je fais de la photo de mariage parce que ça s'est imposé à moi, parce qu'il fallait que je vive d'autres choses que de l'éducation nationale. Et que je me suis dit que de vivre de la photo, ça pouvait être une bonne idée parce que j'aime ça. Et la photo de mariage, parce que ça paye. Et qu'est-ce qui te fait continuer à faire de la photo de mariage? Parce que au final, la grande découverte de toute cette aventure, c'est que j'adore les mariages. Je m'amuse. Donc, tant que je m'amuse, je continue.
Et tant que ça m'empêche de dormir parce que j'ai des trucs à faire, je continue. Le jour où j'aurai pas de trucs à faire, là, faudra s'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais à chaque mariage pour t'améliorer? C'est-à-dire que je pense que l'amélioration, elle vient au débriefing du mariage d'avant. C'est-à-dire que quand j'importe mes photos et que je trie mes photos, je suis très dure avec moi-même. Enfin, et en fait, il y a une phase où je rentre, je suis contente, je me dis, ah, j'ai bien bossé. Après, je vois mes photos, je me dis, ah merde, ça va pas, ça va pas. Après, je vais commencer à les retoucher, puis en fait, je retombe amoureuse de mes photos, je dis, ah, c'est trop cool, ça, c'est bien. Et... Enfin, voilà, il y a des phases comme ça fluctue beaucoup. Mais j'analyse en me disant, là, c'est pas ça que t'aurais dû faire, c'est ça que t'aurais dû faire, etc. Et donc, sur le mariage d'après, j'essaye de prendre en compte ce que je me suis dit. Et puis, je me mets aussi des nouveaux petits challenges, genre déporter le flash pendant la soirée ou des choses comme ça. J'y vais un peu en mode à l'arrache, quoi. Enfin, j'ai suivi des formations par tout ça, mais je teste en fait beaucoup de choses. J'assure ce que je dois assurer. Et une fois que j'ai mes photos qui sont assurées, je me dis maintenant je me mets un peu plus en danger et je teste autre chose. Et donc maintenant, nous allons passer sur les questions de fin. Parce que j'étais en train de les rechercher, parce que ça faisait quelques temps que j'en ai pas. Ou non, c'est même pas un mois que j'ai enregistré. Mais et du coup, Claire était en train de me les redonner, parce qu'elle a tellement écouté le podcast qu'elle les connaît plus que moi. Donc, les 4 questions de fin. Parce qu'il y en a 4 maintenant. Quel est ton objectif favori, donc en termes de matériel? Eh bien, j'ai un 24-70. Donc, on va dire que c'est celui-là. Quand j'étais amateur, j'avais un 105, j'ai toujours un 105 macro que j'adorais. Je suis tombée amoureuse de cette optique. C'est la première optique dont je suis tombée amoureuse, c'était le 105 macro. Et je m'en servais beaucoup en paysage. Je m'en sers toujours, d'ailleurs, beaucoup en paysage. Et puis, avant de faire mes premiers mariages, je me suis dit, j'avais à l'époque un 50, un petit 50. Et celui-là, le 105, et je me suis dit qu'il me fallait quand même un peu mieux que ça. Et donc, j'ai acheté un 24-70, un Sigma Art. Et donc, je fais 90% du mariage avec ça. Okay. Et ça me convient bien, je l'aime bien. Ok, qu'un seul boîtier? Ouais, j'ai qu'un seul boîtier, parce que je veux pas trop me charger. T'en as quand même un deuxième avec toi? Ah oui, oui, bien sûr. Heureusement. Oui. Donc, okay. Au début, c'était compliqué. Je m'en faisais prêter un, puis après, j'en ai acheté un deuxième. Et du coup, ton 24-70, tu l'utilises à 24 et à 70 ou... Alors, j'essaye de faire Alors, je l'utilise vraiment en zoom, mais j'essaye du coup d'analyser un petit peu mieux, parce que si un jour je repasse en fixe, parce qu'étonnamment, quand j'étais amateur, j'avais des focales fixes, et c'est quand je suis passé pro que j'ai eu un zoom, ce qui est un peu peut-être contre... Enfin, c'est pas tout le monde... Ça se discute. Voilà, c'est pas le chemin de tout le monde, on va dire. Donc j'essaye de regarder, je suis pas mal au 35, donc je m'interroge sur l'achat d'une focale en 35, c'est une focale qui me plaît bien. Le 24 m'embête un peu parfois sur les bords. Mais sinon, ouais, le 35, ça me plaît bien. Et puis après, sinon, ouais, je suis en 50 aussi assez régulièrement. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que tu repasses en 2 boîtiers. Éventuellement, quand je serai plus mince. Tu seras plus entraîné. Ouais. Quand je serai Franck Boutonnet. Mais je crois qu'il a un zoom, lui, en plus. Oui, tout à fait. Il me semble bien. Je pense pas... Moi, j'ai pas envie d'être Franck. J'aime trop le fromage, je pense. J'aime trop manger. Voilà, c'est ça. J'aime pas assez courir. Franck, il va vraiment avoir les oreilles qui sifflent. Ouais. J'ai trop écouté son podcast. Quel a été ton meilleur moment vécu en mariage? Ben, c'est pas en mariage, c'est en retour de mariage. C'est le 16 avril, le premier mariage, quand j'ai repris la voiture après cette longue journée de travail. Donc 2022 ? Il devait être 3h du matin, c'est ça, ouais, il devait être 3h du matin. Et j'ai pris la route jusqu'à Dijon, parce que j'avais pas encore quitté mon appartement dijonnais, parce que j'étais encore prof. Et j'ai pleuré tout le long de la route, en me disant c'est bon, je peux arrêter, quoi. J'ai trouvé. Et ça, c'est le meilleur moment. C'est en intensité émotionnelle, c'était très très fort. J'ai vraiment pleuré tout le long, en disant ça va. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur de pas aimer les mariages, parce que je n'aimais pas ça à l'origine des mariages, j'avais tellement peur de pas aimer ça, et je me suis tellement amusée, ils étaient tellement beaux, tout était tellement beau, ils étaient tellement gentils, tout était parfait, quoi. Et j'ai pleuré, mais toute la route. Ça, c'était le meilleur moment. Parce que c'était la nouvelle vie qui était enfin là. Tu me files des frissons, là. Ouais.
Ça m'enfile aussi. Ça me rappelle des choses, en tout cas. Pas sur du mariage, mais en tout cas sur les débuts de photos, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous décrire ta meilleure photo de mariage, ou en tout cas la photo que tu préfères dans les photos de mariage? Alors la photo que je préfère, c'est une photo que j'ai montrée à personne. Ok. C'est d'ailleurs sur ce mariage-là, sur ce premier mariage, je faisais la séance couple, et la nièce et le neveu des mariés, qui avaient à peu près 5 ans, étaient juste à côté. Puis ils babillaient, etc. Et puis, je sais pas, à un moment donné, les mariés discutaient. Et par réflexe, je me suis tournée, j'ai pris une photo des petits, que j'ai pas vraiment analysée en la prenant. C'est ce que j'appelle les photos Kinder Surprise, c'est-à-dire je les découvre une fois que je les importe dans mon ordi, c'est ouais, il y a une photo qui marche, alors que bon, je l'ai pas forcément conscientisée au moment de la prendre. Ok. Et en fait, la photo, c'est la petite qui a sa robe qui tombe, donc en fait, on voit son sein. Et le petit garçon, il est dans un costume 3 pièces avec les mains dans les poches du gilet, le bide en avant, les petites lunettes, on dirait un petit vieux de 60 ans. Et il a vraiment un air réprobateur sur cette petite qui est hyper libérée avec ce sein à l'air. Et vraiment, c'est réflexe de prof de français, mais c'est vraiment cacher ce sein que je ne saurais voir, quoi. Et il y a vraiment, dans l'attitude des deux, quelque chose de magnifique. J'adore cette photo. Mais je la montre pas parce que comme on voit le sein de la petite, je sais pas trop. Voilà. Je l'ai rendu au marié, par contre. 5 ans. Voilà. 5 ans. Ouais, j'ai pas communiqué. Ouais, ça dépend si tu demandes l'autorisation. Faut que tu demandes de toute façon l'autorisation. Ouais, mais ça me dérange pas de la garder pour moi. D'accord. Ça, c'est un truc que j'ai acquis en termes de prof. Parce que, en fait, au début, je donnais tout le temps tous les textes que j'aimais aux élèves, et en fait, ils me les abîmaient. Donc j'ai arrêté. Parce que j'ai arrêté, en fait. Donc les choses que j'aime vraiment, des fois, je les garde pour moi, parce que mais quand tu dis qu'ils te les abîmaient, ça veut dire qu'ils te faisaient un mauvais retour, ou oui, en fait, ça marchait pas, quoi. Ouais. Oui, ça faisait baisser ton c'est ça. Ou alors, à force de les faire, en fait, ça usait l'amour ou l'admiration que je pouvais avoir pour tel ou tel texte. Donc cette photo-là, elle existe, mais je l'userai pas en termes de marketing ou en termes de com, parce que je sais pas. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Et pour les mariés. Oui, ouais, sûr. Ok. Et dernière question, quel est ton objectif dans 5 ans, ton objectif professionnel? Vivre de la photo de mariage. Voilà. Ce sera avant, normalement. Vivre sereinement de la photo de mariage, en étant heureuse, quoi. Parce que là, logiquement, dès l'année prochaine, c'est bon. Croisons les doigts. Ouais, si t'as fait 20 000 cette année, tu peux atteindre les 30 000 l'année prochaine. En tout cas, par rapport à l'année dernière, 2024 est beaucoup plus rempli. Enfin, j'ai 6 mariages. Et j'en avais 7, il y en a un qui s'est annulé. Ouais. Et j'en ai un pour 2025. Donc, je suis plutôt contente. Cool. Espérons que ça fait dure. Plaisir. Ouais. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Non, on n'a pas beaucoup parlé cinéma. C'est vrai. On aurait pu parler cinéma. Je pense que là, si on parlait cinéma, ça prendrait trop de temps. Podcast cinéma dans ce cas-là. C'est vrai. Si j'avais quand même une dernière question, parce que tu en as parlé un tout petit peu et je voulais te poser la question. Est-ce qu'on va peut-être partir pour 2 heures, mais non. Est-ce que le cinéma, est-ce que tu essayes quand tu fais tes photos de te recaler sur des plans de cinéma que tu as pu voir, ou est-ce que ça joue à ces moments-là? Alors ça joue, mais l'art aussi. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog sur quand mes photos ressemblent à des œuvres d'art, parce que étonnamment, je me rends compte que souvent, je cadre ou je montre des choses qui sont en photo. Alors juste, dans ce que tu dis, ce ne sont pas genre que tu considères tes photos comme des œuvres d'art, c'est juste que ça ressemble à des peintures qui existent. Ça ressemble, et voilà, allez voir le blog. Soit pas mal interprété. Allez voir le blog, c'est assez clair, et je ne le fais pas consciemment. C'est-à-dire, je pense que c'est inscrit en moi, et donc ça ressort à un certain moment. Et les films, c'est pareil. Enfin, il y a des films que j'ai tellement vus, tellement aimé, tellement imprégné en moi, que de toute façon, forcément, ça ressort dans les miroirs dont je parlais tout à l'heure. C'est ancré, donc je pense qu'il y a des choses qui ressortent, j'espère, en tout cas, parce que j'admire beaucoup de réalisateurs, et donc j'espère que ça infuse dans mes photos, même si je sais que j'ai encore du travail, mais j'espère. Très bien. Où est-ce qu'on peut te suivre, Claire ? Surtout sur mon site. Enfin, on peut me trouver sur mon site. Donc le blog, j'essaye de le tenir à jour à peu près. Je suis pas très bonne en Instagram.
J'essaye, je poste des petites stories, voilà, j'en ai posté beaucoup au salon de la photo, tout ça. J'essaye. Après, c'est pas ma culture première, mais sinon surtout sur mon site, et puis voilà. Bon, le lien sera dans la description. Merci Claire. C'est moi qui te remercie. Pour ce temps. Je sais que tu as hésité à accepter parce que je sais que le challenge était, enfin l'exercice était un petit challenge pour toi et ta timidité. Je trouvais ça tôt, mais parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Ouais, donc, mais tôt, mais en même temps, voilà, des parcours de ce podcast est aussi là pour parler à des gens qui veulent se lancer, et je pense que ne parler que de personnes qui sont déjà lancées et ont réussi depuis longtemps, ces personnes-là oublient aussi par où on passe, par où on est tous passés, et c'est important. Et même, j'aimerais bien faire un podcast avec quelqu'un qui vient de s'inscrire peut-être à la formation et qui n'a quasiment pas d'expérience, pour voir aussi, ce sera pas un podcast de 2 heures, hein, mais d'avoir on va dire un retour de ce côté-là, parce que je pense que c'est très intéressant. Merci à toi. Vous pouvez rester, puisque j'ai encore des petites choses à vous dire. Un grand merci à toi, Claire, d'avoir accepté de venir dans ce podcast, d'avoir accepté mon invitation. Je voulais absolument que tu participes à ce podcast parce que ton parcours est le parcours de beaucoup de monde qui ont un travail qui peut être compliqué, qui peut être très compliqué, et qui veulent changer de vie. Toi, tu l'as fait et t'as bossé pour, et rien que pour ça, vraiment un énorme bravo. Et c'est quelque chose que vous pouvez également accomplir. Voilà, si Claire l'a fait, d'autres personnes peuvent également le faire, et peut-être que votre travail à vous, là, maintenant, vous n'en pouvez plus, et plutôt que d'aller tout au bout de votre énergie à pouvoir supporter ce travail, en le prenant un petit peu tôt, il y a moyen de trouver une transition vers le fait de vivre d'autres choses, peut-être de vivre de la photo de mariage si vous le souhaitez, ou de vivre d'une autre activité. En tout cas, là, si vous écoutez ce podcast, c'est que logiquement, c'est la photo de mariage qui peut vous intéresser. Et du coup, sachez, que en vous formant bien, en vous formant auprès des bonnes personnes, en ayant une méthode et une stratégie pour quitter votre travail à temps, avant que ça casse vraiment, comme ça a pu se passer un petit peu pour Claire, et encore ça va, elle a réussi à gérer au bon moment. Sachez que vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez réussir cette transition en douceur, sans prendre de risques non plus trop financiers, parce que c'est comme toujours un risque de changer de travail et surtout d'abandonner un travail du jour au lendemain. Voilà, tout ça, vous le verrez dans la formation Le Grand Saut, et encore plus, puisqu'il y aura toute la méthode pour construire les bonnes fondations pour votre entreprise et faire en sorte qu'elle devienne pérenne, qu'elle pérennise, qu'elle puisse vous suivre pendant très longtemps et que vous puissiez avoir des clients pendant très longtemps. En tout cas, c'est un des buts de la formation Le Grand Saut. Je vous mets le lien du Grand Saut dans la description. Si vous écoutez ce podcast au moment où il sort, sachez, ou alors fin 2020, vers septembre-octobre 2024, sachez, ou 2025 aussi, ou 2026 ou 2027, allons-y, sachez que il y a un lancement en ce moment de la formation et que vous pouvez rejoindre du coup l'avion pour faire le Grand Saut. Et ça, vous avez juste à cliquer sur le lien, à regarder ce qu'est la formation et à prendre rendez-vous avec moi, et on en discutera directement. Et si c'est pas le bon moment pour vous, ou si c'est pas un moment de lancement, vous pouvez très bien vous inscrire sur la liste d'attente, et du coup on en discutera au prochain lancement. On a parlé dans ce podcast du livre du guide du photographe de mariage, donc le livre, le guide du photographe de mariage, pour le pire, pour le meilleur et pour le pire étant toujours en deuxième, se trouve à la Fnac, se trouve chez moi aussi sur mon site du guide du photographe de mariage, le lien est dans la description. Bref, vous pouvez aussi le commander, vous aurez déjà beaucoup d'informations sur comment vivre de la photo de mariage. Bref, voilà, je termine ici. Je peux quand même vous parler un tout petit peu de maintenant ce qui va se passer, puisqu'on est en octobre. Ce nouveau lancement en octobre 2023, ce nouveau lancement se passe très bien. Il me prend beaucoup de temps, puisque je fais beaucoup de rendez-vous, mais c'est assez dingue de voir le nombre de personnes qui veulent venir dans la formation et qui me font confiance. Et ça, je voulais dire un grand merci. J'ai reçu beaucoup de merci au Salon de la Photo. Le Salon de la Photo s'est très bien passé. Là, c'est la première fois qu'on avait un stand, que j'avais un stand au Salon de la Photo, et c'est du coup un stand du guide du photographe de mariage. J'ai reçu beaucoup de remerciements, d'amour de gens que je ne connaissais même pas. Et que vous qui me suivez depuis longtemps, qui écoutez ce podcast peut-être dans l'ombre, ça m'a fait extrêmement plaisir tous vos retours. C'est aussi pour ça
que je fais ce travail qui prend forcément beaucoup de temps. Voilà, un grand merci à vous tous et à vous toutes. C'est extrêmement important pour moi. Et si vous voulez me laisser un petit message, quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez sur la page contact du guide du photographe de mariage, vous laissez aussi un avis sur ce podcast, chez Apple Podcast, chez Spotify ou autre, ça me fera extrêmement plaisir. Il faudra que j'aille voir d'ailleurs les avis sur Spotify s'il y en a. Pour l'avenir du guide, du coup, on va reprendre aussi des podcasts avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Il y en a pas mal qui sont programmés. Et j'ai aussi envie d'ouvrir ce podcast à des prestataires de mariage que j'ai rencontrés cette année, que ce soit des prestataires de robes, créatrices de robes, que ce soit des domaines, wedding planner, accessoiristes, maquilleuses, fleuristes, tout ça. Je vais faire des podcasts avec ces personnes-là parce que je pense que c'est intéressant qu'on les connaisse un petit peu mieux, surtout si on va faire de partenariat avec ces prestataires. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. On va reprendre aussi les vidéos sur le guide du photographe de mariage parce que normalement, en novembre, je devrais avoir un petit peu plus de temps parce que là, je suis blindé, mais over-blindé de travail. Là, il faut que j'aille dormir un peu. Non, il faut pas que j'aille dormir, il faut que j'aille manger parce que j'ai un coaching encore ce soir. Et je voulais vous enregistrer ce podcast avec Claire pour moi qui était très important. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage ou une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.